Monsieur le maire, Madame la conseillère, mesdames et messieurs, Caredoute et Caridouti, Madame la conseillère territoriale également, salut à tutti. Donc, je suis ravie que nous soyons réunis ce soir à Bastia pour une troisième conférence de Corsica Prospettiva. Vous le savez, nous avons initié à l'Assemblée de Corse une démarche prospective pour comprendre ce que sera la Corse, pour essayer de comprendre et d'envisager ce que peut être la Corse dans une génération en 2050, tant sur le plan économique qu'environnemental, social, mais aussi en termes géopolitiques. L'idée, dans un premier temps, est de se donner des outils d'aide à la décision en comprenant le monde d'abord qui nous entoure à l'échelle globale, à l'échelle européenne, à l'échelle méditerranéenne, puisque notre bassin de vie, c'est la Méditerranée. Ce laboratoire de prospective, puisque nous l'avons appelé ainsi, est composé de plusieurs collèges, un collège des élus, bien sûr, tous les groupes politiques qui sont représentés, des personnalités qualifiées, 5 personnalités qualifiées, dont Sébastien Simoni, qui aujourd'hui est avec nous, que je remercie, donc, et qui va nous permettre d'animer cette séquence. L'idée essentielle est d'établir un certain nombre de scénarios, tout d'abord en identifiant quelles sont les tendances globales à l'échelle mondiale et voir quels sont les impacts à l'échelle insulaire, dans différents domaines, donc les grandes forces majeures, je dirais, les grandes mutations globales, sur le plan climatique, sur le plan démographique, sur le plan économique, sur le plan géopolitique, et vous savez que la géopolitique aujourd'hui bouge beaucoup, et puis essayer de voir quelles sont les conséquences sur notre territoire, qui, je le rappelle, pour les personnes que nous accueillons aujourd'hui, est un territoire singulier qui est soumis à une multitude, à une complexité particulière, puisque c'est une île d'abord, c'est une île qui est une montagne, c'est une île qui a une double culture, c'est pas forcément une contrainte d'ailleurs, c'est un atout, et c'est une île qui est au cœur de la Méditerranée. Nous espérons, dans les mois qui viennent, pouvoir établir ces différents scénarios prospectifs, mais au-delà du travail qui est réalisé in camera, je dirais, et à travers les échanges avec différents spécialistes, nous avons voulu aussi sortir des murs de l'Assemblée de Corse et externaliser ces rencontres parce que nous voulions partager avec la société civile l'état des lieux de ces grandes mutations, l'état de l'art, et partager également l'opportunité d'entendre des spécialistes, des experts internationaux, nationaux, sur ces grandes mutations. Donc, au mois de juillet dernier, nous avons tenu une conférence qui concernait la démographie, les grandes tendances démographiques à la fois mondiales, méditerranéennes et insulaires. Au mois de janvier, me semble-t-il, la séquence était consacrée au changement climatique et à ses impacts sur le territoire insulaire. Et puis ce soir, nous sommes sur la question des mobilités qui sont essentielles pour une île. Elles sont importantes partout, mais elles sont essentielles dans une île parce que, évidemment, il y a discontinuité géographique, parce que nous sommes en Méditerranée, mais aussi mobilité à l'interne, parce que nous sommes une montagne dans la mer, des montagnes qui vont jusqu'à 2800 mètres, et que nous avons un relief, une topographie très singulière, avec des vallées, qui font que nous avons un double challenge à relever en matière de mobilité. Ce travail prospectif, il a vocation, dans les mois qui viennent, à établir, je le disais, un certain nombre de scénarios concernant la mobilité. Bien sûr, cela interfère avec
deux grandes tendances majeures que sont d'une part la question du changement technologique, bien sûr, qui affecte les modes de transport, mais aussi les connectivités qui ne sont pas forcément du transport, notamment tout ce qui est connectivité numérique, et qui a trait évidemment au monde des réseaux. Et d'autre part, une autre grande tendance qui est la question de la décarbonation, sur laquelle nous travaillons également et sur laquelle nous savons qu'il y aura une question aussi d'usage et d'acceptabilité sociale de la décarbonation et de son financement. En tout cas, c'est un vrai débat qui se pose aujourd'hui à l'échelle européenne, et j'en discutais en début de semaine dernière avec d'autres représentants de régions. La réunion avait lieu aux Açores, qui non seulement est une île, mais c'est surtout un archipel, et où nous sommes restés bloqués 3 jours parce qu'il n'y avait pas d'avion. Et quand il n'y a pas d'avion aux Açores, eh bien vous attendez que les rotations reprennent avec le continent, et vous attendez un avion en provenance de Lisbonne. Voilà, donc les îles sont confrontées, comme d'autres endroits du monde, mais peut-être plus qu'ailleurs, à ces challenges qui sont à relever en matière de connectivité. Pour ce faire, aujourd'hui, nous accueillons des spécialistes internationaux, mais aussi locaux, voilà, parce qu'à chaque fois, ce que nous essayons de faire, c'est de comprendre ce qui se passe à l'échelle globale, que ce soit le monde, l'Europe ou la Méditerranée, et puis voir quels sont les impacts ici, et puis voir aussi comment nous, ici, nous réceptionnons ces mutations et nous les anticipons. Donc ce soir, pour votre grand plaisir, nous accueillons Marc Barthélémy. Alors je vais partir du fond à ma droite. Donc Marc Barthélémy, qui est un chercheur qui travaille sur le monde des réseaux. C'est même un ouvrage qui porte ce titre, que vous avez commis il y a quelque temps. Donc le monde des réseaux, qui est au CEA, qui est un chercheur du CEA, Commissariat à l'énergie atomique, mais aussi qui est rattaché à l'école des hautes études en sciences sociales. J'ai noté aussi dans votre biographie que vous avez fait votre thèse sur les systèmes désordonnés. Alors ça, moi, ça me plairait beaucoup de parler avec vous des systèmes désordonnés, parce que nous, dans les systèmes désordonnés, je crois qu'on est aussi très forts. Donc, mais je ferme la parenthèse. Ce soir, c'est le monde des réseaux et la connectivité. On aura le plaisir de vous entendre sur ces questions-là. Nous accueillons aussi 2 chercheurs, 2 consultants de l'OCDE qui ont travaillé sur les tendances mondiales en matière de transport et les conséquences en particulier sur des territoires un peu singuliers, je dirais, l'outre-mer, mais les îles aussi. Donc nous accueillons Mallory Trouvé et Margot Tarot, qui est déjà venue, Margot Tarot, dans le cadre d'un travail que nous avons mené avec l'OCDE, qui a été publié au mois de février, qui est en ligne. L'OCDE a retenu la Corse dans un panel d'une quinzaine de régions européennes pour voir quels ont été les impacts de la crise du Covid et comment on rebondissait, je le dis de manière un peu triviale, à la suite de la crise du Covid. Donc, cette étude est en ligne et nous permet de voir quelle a été notre capacité de résilience, mais aussi notre positionnement stratégique aujourd'hui, après la crise du Covid. Et allez voir cette étude qui est particulièrement intéressante. Et puis, nous accueillons aussi Tristan Casabianca et Thomas Lagnès de l'Agence d'urbanisme et de l'énergie, donc de la collectivité de Corse, qui sont les personnes qui travaillent notamment sur la mobilité donc à l'interne et qui ont réalisé avec d'autres une étude sur la mobilité et tout ce qu'on appelle de manière très simple l'enquête déplacement en fait, et c'est particulièrement intéressant. Donc vous voyez une approche multiscalaire, voilà, qui nous permettra d'imbriquer l'ensemble des enjeux. Évidemment, rien n'est arrêté en la matière, c'est de la prospective. Donc on écoute ce que ces experts ont à nous dire, et ensuite à nous de nous faire notre idée, à vous, citoyens, bien sûr, ou élus, nous faire notre idée et voir ensuite, nous, comment on aborde ce futur, bon, qui est déjà du présent aussi,
Comment on aborde ça du point de vue de la politique publique et d'une trajectoire de développement qu'on souhaite bien évidemment soutenable à tout point de vue, sur le plan économique, mais surtout social, et sur le plan écologique, bien sûr. Voilà. Donc, je laisse le micro à Sébastien Simone, qui va officier ce soir. Voilà, tu as la parole. Merci, Madame la Présidente. Oui, donc cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une série de conférences sur le travail de prospective et concerne la mobilité. La mobilité, on sait à quel point c'est crucial en Corse, parce qu'on est une île. Et je dirais, au regard de ce qui s'est passé au XXe siècle et les transformations qu'il y a eu dans les transports, on pourrait se dire qu'il y a eu une relative... je veux dire, il y a eu beaucoup d'innovations au début du XXe siècle et qui ont profondément modifié l'urbanisme des villes, les déplacements des personnes. Et on a l'impression qu'en fait, on est dans une phase où on est à l'aube d'une nouvelle transformation. Alors, une nouvelle transformation qui est portée par l'électrification des transports, par l'intelligence artificielle. Et c'est à la fois très intéressant de se reposer la question des mobilités maintenant. Et c'est à la fois difficile d'imaginer, parce que je ne sais pas si on se positionne au début du XXe siècle, quel peut être l'impact sur le monde, et sur la Corse en particulier. Donc je crois qu'avec Marc Barthélémy, on va attaquer, je dirais, ce qui est les couches basses en fait, de la mobilité, c'est toute la théorie des réseaux. Et je pense que ce qu'il a à nous dire, c'est un peu l'essence de ce dont peut avoir besoin un décideur. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir, en fait, à quel endroit, j'ai des moyens limités, à quel endroit je peux opérer un changement, et c'est à quel endroit on peut avoir le résultat maximum. Et là, je pense que la théorie des réseaux, la théorie des graphes peut nous aider à comprendre ces mécanismes. Donc je vous laisse la parole. Comment vous le souhaitez ? Merci, bonsoir à tous. Oui, je comptais vous parler des réseaux, alors plus particulièrement des réseaux de transport. Mais je pensais commencer par une petite introduction, parce que qu'est-ce que c'est finalement un réseau ? Il y en a partout, spécialement dans les transports. Donc c'est bien de voir un petit peu d'où ça vient et quel type de résultat on peut avoir simplement par la connaissance du réseau. Et c'est ce que je vais essayer d'illustrer sur les systèmes de transport. J'ai même fait une petite carte de Bastia, je me suis amusé à faire ça il y a quelques jours. Vous me direz si ça vous parle. Donc alors essentiellement, hop, faut que ça marche pas. La molette ne marche pas, rien ne marche. Voilà, merci. Donc juste un petit détour par l'histoire. Les réseaux, c'est apparu bizarrement pour un problème de mobilité. Et en fait, c'est le grand mathématicien Euler qui s'était posé une question assez simple sur sa ville de Königsberg. C'est est-ce que je peux partir d'un point, passer par tous les ponts de Königsberg, il y en a 7, et revenir au point de départ. Donc voilà une petite image de Königsberg. Alors ça peut paraître un problème assez compliqué, et Euler a eu la bonne idée de simplifier ce problème et de représenter les îles et les rives par des points, ce
qu'on appellerait des nœuds maintenant, et puis les ponts par des liens. Donc finalement, on voit qu'on peut passer de ce système compliqué à gauche à cette représentation à droite, et c'est ça qu'on appelle un graphe en mathématiques, et ça s'appelle aussi un réseau. Et donc finalement, et la réponse d'ailleurs, je peux vous le dire, hein, de ce problème du XVIIIe siècle, c'est non, on ne peut pas passer par les 7 ponts une fois et une seule. Mais en tout cas, plus important que ce problème de Königsberg, on a du coup, les mathématiciens ont inventé cet objet, graphe ou réseau, encore une fois, qui est finalement un ensemble de nœuds et de liens. Donc c'est quelque chose d'extrêmement général. Les nœuds peuvent être absolument n'importe quoi. On parle toujours des réseaux sociaux. Les nœuds, dans ce cas-là, c'est des individus. Et les liens, finalement, c'est des liens d'amitié. Donc ça permet de représenter tout un tas de systèmes. Et les liens peuvent avoir tout un tas de valeurs. Par exemple, le nombre de passagers qui vont d'un point à un autre, ce genre de choses. Donc c'est finalement très général et ça peut décrire beaucoup de systèmes et du coup beaucoup de processus. Si on veut comprendre la propagation d'épidémies, par exemple, dans un réseau, on part d'abord du réseau. Il faut connaître le réseau. Pour comprendre des problèmes de mobilité, la base, c'est vraiment le réseau. Donc c'est vraiment cet objet très général qui vient des mathématiques, qui va nous servir de base à comprendre tout un tas de choses. Alors, dans les transports, il y en a à toutes les échelles. Le réseau de transport le plus large qu'on connaisse, c'est le réseau des lignes aériennes. Les nœuds sont les aéroports. Et les liens, alors il n'y a pas de lien physique, il faut une convention. Et ce qu'on prend comme convention en général, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un vol direct pour relier 2 aéroports. Donc vous pouvez vous amuser comme ça à construire le réseau des lignes aériennes dans le monde. Et c'est cet objet-là qui permet de comprendre les pandémies. C'est comme ça que, par exemple, on a pu calculer quelle était la probabilité que le Covid arrive dans tel aéroport, etc. C'est ça le substrat de pandémie, c'est ce réseau-là. Alors il y a d'autres échelles, je ne vais peut-être pas passer tout en revue. À l'échelle intra-urbaine, il y a le réseau de métro, par exemple. Là, c'est Tokyo, en bas à gauche. On a, là, c'est simple, les stations, c'est les nœuds. Et puis, on met un lien entre 2 stations, quand il y a des rails, entre 2 stations consécutives. Le réseau viaire, ou le réseau des rues, ou routes, là, les nœuds sont les intersections. Et donc, on relie par un lien 2 intersections. Donc ça, c'est le réseau des rues qui est évidemment très important. On a le réseau de train, j'en parle, je passe rapidement. Donc en fait, tout ça, en fait, sans s'en apercevoir, tous les moyens de transport sont organisés sous forme de réseau. Et donc on se balade, j'en parlerai un petit peu à la fin, parfois d'un réseau à l'autre, on change de mode de transport. On prend la voiture, on prend le bus, et puis après on prend le train. Donc on passe d'un réseau à l'autre. Donc ces réseaux, en plus, sont couplés entre eux, en général, et ça a beaucoup de conséquences. Alors, j'en parlerai pas, mais il n'y a pas que les individus qui se déplacent. Hein. L'énergie, donc le réseau électrique, super important. Là, pareil, les nœuds sont des transformateurs, des relais, etc. Les liens, c'est des câbles. Ça aussi, c'est un réseau. Là, il y a tout un tas de questions qui se posent. Hein. Est-ce que ce réseau est stable ? Surtout maintenant qu'on parle d'intermittents, quand vous injectez votre propre production électrique qui est aléatoire, est-ce que cet objet est stable ? La réponse rapide, c'est on ne sait pas. Il y a le gaz aussi, transporté à l'échelle européenne. Donc, tout ça sont des réseaux aussi de transport de produits. Voilà. Alors, on peut, à partir de ces réseaux, on peut étudier tout un tas de choses, et c'est ce que je vais essayer d'illustrer dans les 10 minutes qui viennent, et étudier plein de processus. J'en parlerai un peu moins. Mais résilience de ces réseaux, est-ce que ces réseaux, par exemple, restent solides, résistent quand on enlève des nœuds ? Donc ça, c'est important. On peut imaginer, par exemple, un réseau de viaire. Quand il y a une inondation, certaines routes sont coupées. Est-ce que ce réseau est encore utilisable ? Donc c'est vraiment la résilience de ce type de réseau face à des espèces d'attaques, de pannes aléatoires. Est-ce qu'il résiste ou pas ? Et quelle est la structure qui permet de résister finalement à ce genre d'attaque ? C'est ce genre de questions qu'on peut se poser. Je l'ai cité tout à l'heure, la propagation d'épidémies, évidemment, profite des réseaux, et en particulier des réseaux de transport, et ainsi de suite. Donc on peut faire vraiment, vraiment plein de choses, et ça a été, dans le monde de la recherche, depuis 20 ans, il y a vraiment une explosion d'études, avec des dizaines de milliers de papiers, d'articles de recherche sur ces sujets.
Et je vais essayer juste d'illustrer sur quelques points ce qu'on peut faire. Alors là, on ne voit pas très bien, malheureusement. Par exemple, pour une ville, on peut se poser plusieurs questions, évidemment. Et le réseau des routes, la première question, première mesure qu'on peut faire, c'est est-ce qu'elles sont toutes orientées de la même manière? Donc là, vous voyez, par exemple, à gauche, c'est Manhattan. Et on voit essentiellement, là, c'est une représentation, les petits disques, là. On a essentiellement que des rues perpendiculaires. Et si vous avez été à Manhattan, c'est effectivement ce qu'on voit. Il y a des avenues et des boulevards qui sont perpendiculaires les uns avec les autres. Alors qu'une ville, ici à droite, c'est Boston, on a des rues dans tous les sens. Donc ça, c'est le premier genre de choses. Il y a même un chercheur qui s'est amusé à faire ça pour une centaine de villes et qui a pu classer les villes de plus ordonnées, disons, aux plus désordonnées. Et évidemment, ça, je n'ai pas le temps ici, mais le fait qu'on n'ait que des rues perpendiculaires ou pas, ça en dit beaucoup sur l'histoire de la ville. Est-ce que c'est une vieille ville? Est-ce que c'est une ville plutôt médiévale? Est-ce qu'elle est plutôt développée pour un mode de transport comme la voiture, etc. Donc finalement, on peut lire ce genre de classification. Ça contient beaucoup d'informations finalement sur l'évolution de ces villes. Alors, on peut faire des choses un peu plus évoluées. Là j'ai pris ça, c'est le réseau des rues et chemins de Bastia. Donc, je vous le dis comme ça, ce qui est extraordinaire maintenant, c'est que ça, c'est 2 lignes de code et 3 secondes sur un ordinateur portable. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Ce qui pouvait prendre, il y a 10-15 ans, pas mal de temps pour fabriquer un réseau comme ça, prend maintenant quelques secondes. Donc c'est assez impressionnant. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les nœuds, on a des nœuds et les chemins et rues relient ces différents nœuds. Alors on peut regarder, ici c'est les chemins, mais j'ai regardé aussi les routes, et on peut se dire quels sont les points importants. Et ça fait partie des mesures assez incroyables qui existent sur les réseaux. C'est des mesures de centralité. C'est-à-dire qu'on peut se poser des questions assez simples. Dans mon graphe, dans mon réseau des rues, là, quels sont les points importants au sens de goulot d'étranglement ou point de passage? Quels sont les points de passage importants? Et donc, si on fait ça très naïvement, ce n'est pas une publication scientifique, mais c'est ce que j'ai fait sur Bastia, les points les plus gros et les plus clairs, jaunes, etc., sont les nœuds les plus centraux. Donc, c'est à vous de me dire si ça a fait sens, en fait, sur Bastia. Mais ça, c'est uniquement à partir du graphe. C'est-à-dire qu'il n'y a strictement rien d'autre. Il n'y a pas d'information à partir du déplacement des individus ou d'origine, destination, etc. La structure du graphe nous donne immédiatement les points importants. Donc ça, c'est ce genre d'études qu'on peut faire. Et évidemment, on a pu montrer que pour un certain nombre de villes, par exemple, ces points importants sont reliés, sont corrélés à la présence de magasins, par exemple, parce que justement, c'est des points de passage, ce genre de choses. Et donc ça, c'est vraiment uniquement à partir de la structure du graphe. On peut regarder, alors là, on ne voit pas très bien, malheureusement. Bon, on peut regarder ces points importants très centraux, ça, on ne voit pas très bien. C'est la région centrale de Paris, c'est Paris-Centre, mais sur 200 ans. Alors ça, c'est un autre aspect de ces études, c'est qu'on peut numériser des documents historiques et regarder l'évolution du réseau des rues sur 200 ans. Donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et là, vous ne le voyez pas très bien, mais ce que j'ai représenté ici, les petits points verts, c'est donc les points de passage, les points les plus importants. Et en gros, jusqu'à 1836, ça ne change pas trop. Et puis, il y a un saut incroyable entre 1836 et 1888 qui correspond aux travaux d'Haussmann. Et en fait, grâce à ce genre d'études, on comprend que l'influence d'Haussmann, qui a complètement retravaillé Paris, c'est surtout sur la manière de se promener et naviguer dans Paris, finalement. Et ça se voit. C'est, encore une fois, la seule information qu'il y a ici, c'est le réseau des rues. Il n'y a rien d'autre. Donc on peut comprendre, finalement, tout un tas de choses plutôt complexes, comme la manière de se déplacer dans une ville, simplement à partir du graphe. Donc c'est ça l'intérêt. Alors, je continue un peu dans la complexification. Là, l'image n'est pas très très bonne. Ça, c'est une étude qu'on a faite un peu, c'est pas un rapport direct, il y a quelques années déjà, sur la Sardaigne. Et en fait, à cette époque, on avait des données, alors je vous en parlerai, on avait les données des navetteurs, commuters en anglais. Donc on avait le nombre de gens qui habitent dans une certaine municipalité et qui vont travailler dans une autre. Donc à gauche, on a les municipalités, et à droite, on peut construire donc ce réseau de navetteurs.
Donc les nœuds, c'est les municipalités, et les liens représentent donc les flots d'individus qui travaillent en A et qui habitent en A et qui vont travailler en B. Et donc on a le flot de navetteurs, c'est une espèce de réseau un peu compliqué, et on peut se poser tout un tas de questions et faire tout un tas de mesures avec ça. Par exemple, on peut se dire, est-ce qu'il y a des communautés? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des municipalités qui sont plus reliées entre elles par ces flots qu'avec le reste? Et donc ça, c'est ce qu'on avait regardé. Et quand on regarde simplement à partir du graphe ce qui se passe, quelles sont les municipalités les plus reliées, on trouve ce qui est en couleur, là, le bleu, etc. Par exemple, toutes les municipalités au nord, là, dans le bleu, sont des municipalités pour lesquelles le flot de navetteurs est plus fort entre elles qu'avec l'extérieur. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que finalement, ce découpage en communautés uniquement à partir de données de navetteurs et du graphe n'est pas en désaccord complet avec le découpage en régions de la Sardaigne que j'ai indiqué par les lignes rouges. Mais en fait, là, c'est un moyen scientifique, finalement, de construire des régions qui sont cohérentes du point de vue du déplacement. Ce n'est pas forcément ce que les élus et les citoyens ont envie de faire, mais si on voulait le faire, si on voulait faire quelque chose de cohérent du point de vue du transport, on a un moyen, là, finalement, scientifique et assez simple de le faire. Et ça encore, c'est à partir d'un réseau assez simple de transport. Alors, je continue un petit peu dans la complexité, c'est que ces réseaux de transport, en plus, évoluent dans le temps. Donc là aussi, c'est un travail qui a été commencé à l'Université de Bourgogne, qui est incroyable. C'est un travail de fourmi un petit peu, mais récupérer l'évolution dans le temps, sur quasiment 200 ans, du réseau ferré en France, ici. Donc, ça part ici de Paris et on voit que ça se développe comme une espèce de champignon comme ça, et ça se développe et ça recouvre le territoire ici. Et on peut se poser tout un tas de questions là-dessus aussi. Est-ce que c'est efficace? Comment a évolué l'efficacité de ce réseau? Comment il a évolué avec la densité de population, par exemple? On peut se poser ce genre de questions. Alors, la chose assez amusante, c'est que tout d'abord, c'est un réseau qui rétrécit. C'est-à-dire que si le graphe de gauche, là, c'est la longueur totale du réseau. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que jusqu'en 1930-40, le réseau a vraiment grossi, on a rajouté de plus en plus de lignes, et à partir de 1930-40, on a arrêté des lignes. On a enlevé des gares, arrêté des lignes, et ce qui montre que la longueur totale, enfin ça se traduit par le fait que la longueur totale diminue. Donc le réseau, à un moment, est devenu vraiment très dense, et à un moment, a baissé. Et parallèlement, ce que c'est le graphe de droite, c'est la vitesse moyenne qui, elle, a augmenté. Donc on peut se poser cette question, ce réseau ferré qui est devenu moins dense, mais qui va un peu plus vite, est-ce qu'il est finalement plus efficace? Et la réponse, de manière un peu surprenante, est oui, en fait. Et essentiellement, on a, alors pour aller vite, peut-être un peu plus technique ici, il y a moins de gares, donc on met un peu plus de temps pour y aller. Mais en même temps, on a, entre 1940 et 60-70, la voiture est apparue, c'est un peu démocratisé, donc on n'avait pas besoin d'avoir une gare tout de suite à côté, donc finalement le temps mis pour aller à une gare est resté le même, a même diminué. Donc en fait, il y avait moins de gares, on met le même temps pour y aller, et la vitesse sur le réseau est plus grande. Donc finalement, et c'est le graphe de droite, si on regarde le temps moyen pour aller de n'importe quelle ville à n'importe quelle ville en France, c'est une espèce de moyenne, hein, et ben c'est quelque chose qui diminue. C'est la courbe de droite, ça diminue très largement. Et ça, c'est dû à ces effets conjugués d'intermodalité. On peut arriver aux gares en voiture, et puis le train va plus vite. Donc ça montre un effet un peu paradoxal, que même si le réseau, on l'a diminué, on l'a un peu dégrossi, finalement, il est plus efficace. Je ne sais pas si j'ai encore 5 minutes. Il y a 2 points importants que je voudrais signaler. C'est que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je continue un peu à complexifier ces problèmes. On a maintenant clairement plusieurs modes de transport qui interagissent les uns avec les autres. Donc on peut garer sa voiture, prendre le train, ensuite prendre un vélo, etc. Et les scientifiques travaillant sur ces problèmes représentent ces systèmes par des réseaux multicouches. C'est-à-dire que chaque couche va être un réseau, un mode de transport. Donc par exemple, à imaginer que le réseau 1, je
Je vais vous montrer un exemple plus concret tout à l'heure. Le réseau 1, c'est par exemple le réseau des routes. Donc on peut se promener là-dessus en voiture, ou à pied, ou en vélo. Et puis, ce réseau est relié au réseau, par exemple, de métro, dans une grande aire urbaine. Et on peut se balader sur le réseau de métro et ressortir ailleurs. Donc un exemple concret, ça c'est à une échelle nationale, ça c'est pour le Royaume-Uni. On a tous les réseaux de transport, métro, rail, bus, avion, ferry. Et tous ces réseaux sont reliés les uns aux autres, en fait. On peut passer de l'un à l'autre, pas n'importe où. Et ça, c'est ce qu'on appelle les réseaux multicouches. Et ce qui se passe, évidemment, sur un de ces réseaux va influer sur l'autre. Donc on peut se poser tout un tas de questions du type, quand est-ce que ce système multimodal est efficace ? Parce que finalement, on a pas mal de problèmes quand ça se voit tous les jours. Déjà, changer de bus, on peut l'attendre, le bus. Ou quand on prend un bus et puis on attend le train, on peut rater le train et l'attendre. Donc ce système n'est pas forcément super optimisé parce qu'on a justement ce temps d'attente. Alors, ce type d'étude permet de quantifier un petit peu ça. Et on peut même construire une espèce d'anatomie d'un déplacement. Alors ici, c'était pour Manchester. Ce qu'on a mis là à l'horizontale, c'est la longueur du chemin. Donc on peut faire, on a des voyages de 5 km, 10 km ou plus. Et en ordonnée, le temps mis dans chaque mode. Donc par exemple, si vous faites un trajet de 10 km, typiquement, il y a une grosse partie en rouge, jusqu'à 30 minutes, qui sera fait en bus. Il y a ensuite une partie bleue, la grosse partie bleue, qui correspond quasiment au temps du trajet, finalement, qui est le temps d'attente entre deux bus. Donc c'est dans une couche, déjà, on attend. Après, on peut avoir des temps, ça c'est en bleu, qui sont moins importants pour Manchester, mais on attend quand on change de moyen, par exemple quand on passe du bus au métro. Donc on peut pour chaque ville, on peut construire cette espèce de graphe qui nous décrit pour chaque distance quel va être votre temps typique et quel va être votre temps d'attente, où est-ce que vous allez attendre, et ainsi de suite. Et on peut même aller un peu plus loin, on peut se dire finalement qu'est-ce qui est important pour... Parce que finalement ici, la problématique, c'est comment diminuer le temps d'attente finalement entre deux modes de transport, par exemple. Est-ce qu'il faut mettre plus d'arrêts, augmenter la fréquence, par exemple? Est-ce qu'il faut mettre beaucoup plus d'arrêts par heure, par exemple, pour diminuer le temps d'attente? Alors, c'est ce qu'on avait regardé ici pour le Royaume-Uni. Donc, on a en gros tracé le temps d'attente en fonction de la fréquence. Donc, évidemment, plus la fréquence augmente, plus vous mettez de métro, par exemple, ou de bus par heure, évidemment, plus le temps d'attente va diminuer. Donc ça, ce n'est pas une surprise. La surprise est que cette diminution est, c'est un peu technique, mais est très faible. C'est-à-dire que finalement, on gagne très très peu à multiplier la fréquence de métro ou de bus, qui est un truc qui coûte très cher. Vous allez diminuer le temps d'attente, mais ce n'est pas très efficace en fait. Donc c'est ce genre d'études qui permet de comprendre, alors c'est évidemment très général, il faut regarder dans le cas particulier, mais ça donne quand même une idée de... Oui, il ne faut peut-être pas réfléchir trop naïvement et se dire oh ben on va multiplier la fréquence du métro par 2 et tout va bien, les gens ne vont pas trop attendre, etc. Non, ce n'est pas forcément vrai. Et en l'occurrence, là, c'est vrai, mais ça marche très mal. Donc si on intégrait le coût dans ce genre d'études, ça ne serait certainement pas la solution à retenir. Je finis par mon dernier point, si quelques minutes, qui est un point vraiment important, alors général aussi, c'est que tous ces réseaux, et de plus en plus, sont couplés entre eux. C'est-à-dire que les réseaux de transport, par exemple, dépendent il y a des feux rouges. Les feux rouges dépendent du réseau d'électricité. Et parfois, même les feux communiquent entre eux, donc dépendent du réseau de communication. Le réseau de communication dépend du réseau électrique. Le réseau d'alimentation d'eau dépend du réseau électrique et du réseau de communication. Parce que quand il n'y a plus d'eau dans les grandes villes, par exemple, il y a un signal qui est envoyé aux pompes qui sont loin pour pomper de l'eau et amener de l'eau. Donc on voit bien la complexité à laquelle on fait face là, dans les grandes villes surtout, mais ça marche partout, c'est que tous ces réseaux dépendent les uns des autres. Et la mauvaise surprise, c'est qu'il y a une étude très importante parue en 2010, un papier paru dans Nature. Alors, c'est théorique, c'est général, etc. Là, c'était sur un exemple du réseau électrique italien couplé au réseau de communication, qui est le suivant. C'est-à-dire qu'on peut regarder, c'est très schématique, la proportion du système qui fonctionne en fonction de la proportion de nœuds qui sont en panne.
Ce qui se passe en général, et c'est ce qu'on croyait jusqu'en 2010, c'est la courbe en pointillé, là. C'est-à-dire qu'une espèce de transition continue, c'est-à-dire que votre système marche de moins en moins bien. Donc il y a de plus en plus de nœuds en panne, donc forcément votre système marche de moins en moins bien. Et puis à un moment, il y a tellement de nœuds en panne que votre système ne marche plus du tout. Quand les réseaux sont couplés, donc réseau électrique et réseau de communication par exemple, la mauvaise surprise, c'est la suivante, c'est la courbe noire, là, foncée. Les nœuds, on a de plus en plus de nœuds qui sont en panne, donc effectivement la proportion du système qui fonctionne diminue. Mais la mauvaise surprise, c'est qu'on a une espèce de... Le système s'emballe tout d'un coup, et la transition, là, n'est plus continue, mais abrupte, et le système se casse la figure complètement, à cette valeur-là, Q étoile. Donc, il y a deux mauvaises nouvelles. Le système est beaucoup plus fragile, et en plus, quand il se casse la figure, c'est de manière brutale. Alors ça, c'est très général, et c'est dû à un effet que les pannes se propagent sur un réseau, mais parfois se propagent sur l'autre réseau, et la panne continue à se propager sur l'autre réseau, et elle revient sur le premier réseau. Donc une espèce d'effet de renforcement de panne qui peut conduire à ces événements catastrophiques. Et ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Ça veut essentiellement dire que le couplage des réseaux est une très mauvaise chose. Donc j'en termine là. Je vais juste, donc j'ai essayé de vous illustrer un peu ce qu'on peut faire. Hein. C'est un peu rapide, c'est un peu bon, mais ça peut vous montrer toutes les directions qu'on peut prendre et que le réseau, c'est vraiment l'objet principal dans la mobilité. Il y a un point crucial sur lequel je veux insister, je terminerai là-dessus, c'est la disponibilité des données. Là, je vous ai montré par exemple le Royaume-Uni, la Sardaigne, etc. C'est pas un hasard. La France, on est extrêmement mauvais. La plupart des directions, des ministères ne jouent pas le jeu et ne passent pas les données aux chercheurs. Ça va un peu mieux, mais l'open data en France, c'est un vrai problème. Ce qui est dommage parce que toutes ces recherches, du coup, nous, on a travaillé sur des données londoniennes, américaines, etc. Donc, on travaille un peu gratuitement pour tout un tas de pays, alors qu'on pourrait le faire avec plaisir sur des données françaises et locales. Et du coup, il y a un vrai effort, je pense, une vraie réflexion à faire. Des données ouvertes, ça veut dire plus de chercheurs qui vont naturellement, comme un pot de miel et des abeilles, plus de chercheurs qui vont foncer sur ces données pour faire quelque chose. Donc pensez-y, parce que c'est vrai que les élus ont un peu de pouvoir là-dessus quand même. Et c'est un vrai problème en France. Et sur la mobilité, sur les enjeux urbains, les données, c'est vraiment crucial. Sans données, on peut faire tout un tas de modèles, mais ça ne servira pas à grand-chose. Je m'arrête là, je suis peut-être un petit peu en retard. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Donc le prochain intervenant, Monsieur Mallory Trouvé, va nous parler des projections sur les transports en 2050. Et donc là, on va rentrer dans quelque chose d'assez concret, et avec ce que je disais en introduction, l'impact de l'intelligence artificielle, de l'électrification, de la décarbonation des transports. Merci beaucoup. Bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le maire, panélistes et participants. Merci pour l'invitation de venir présenter les travaux du Forum international des transports. Donc d'abord, je vais vous présenter cette étude. Je vais présenter rapidement ce qu'est le Forum international des transports. Donc, hop, non, mauvais clic. Ah non, c'est pas le bon. Okay. Désolé. Je vais prendre ça comme ça. Ok. Alors, le Forum international des transports, qu'est-ce que c'est ? C'est une organisation intergouvernementale qui a 66 pays membres, qui est administrativement intégrée à l'OCDE. Donc on a plus d'États membres que l'OCDE, notamment on a de nombreux États membres en Asie,
la Russie, la Chine, l'Inde. On est aussi présent en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et on a quelques membres africains, mais pas beaucoup. Ce qui est important à retenir concernant le Forum international des transports, c'est que c'est l'unique organisation internationale qui a un mandat pour étudier l'ensemble des modes de transport. Donc il y a des organisations sectorielles comme les organisations internationales de l'aviation civile ou des choses comme ça. Nous, on va vraiment s'intéresser à l'ensemble des modes de transport et à la coordination entre tous ces modes de transport, à l'équipe qu'on peut avoir. C'est un think tank. On a une activité de conseil en politique de transport au niveau des gouvernements. Et aussi, on a tout un volet quantitatif, donc avec de la modélisation, recueil de données et des statistiques aussi. On publie des statistiques sur les transports de nos États membres. On identifie aussi des bonnes pratiques qu'on va essayer de propager. On a aussi un sommet annuel, donc le Forum international des transports, qui réunit les ministres des Transports de nos États membres. C'est le plus grand rassemblement de ministres des Transports au monde. Et il se passe tous les ans à Leipzig en mai. Donc là, le prochain, c'est sous la présidence lituanienne et ça aura lieu entre le 22 et le 24 mai. Alors, maintenant, l'étude que je vous présente, c'est une étude biannuelle qu'on fait au Forum international des transports. Donc c'est une analyse des trajectoires des transports dans le monde, donc tous les types de transports. On va prendre en compte toutes les évolutions, que ce soit démographiques, économiques, de commerce, etc., de prix de l'énergie. On va mettre tout ça dans notre modèle. On va simuler 2 scénarios de politique publique. Donc nous, ce qu'on va tester, c'est vraiment des évolutions. Qu'est-ce qui se passe si on a des politiques plus agressives en termes de tarification de la mobilité ou en termes de promotion de modes durables ou de transport en commun, par exemple. Donc on va avoir ces 2 scénarios qui vont prendre ces données en entrée, qui vont nous permettre de faire des projections de la demande et des émissions de CO2. Bon, là, c'est les 2 grosses sorties. En fait, on a des analyses bien plus fines au niveau d'autres indicateurs, des indicateurs de résilience, d'accessibilité. Marc venait de présenter sur les réseaux. Voilà, on a ces réseaux en fait derrière nos outils de modélisation et on est capable de produire des indicateurs un peu plus fins. Donc là, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est le cadre de modélisation qu'on a. Donc pour vous montrer qu'on croise vraiment en fait 4 secteurs de transport, sous-secteurs de transport. Donc on divise par type d'objet qui est transporté, enfin d'objet, je ne sais pas, le passager et les biens contre les marchandises. Et ensuite, on a une autre division entre le transport urbain et le transport non urbain. Et donc, quand on croise ça, ça fait qu'on a 4 modèles de demande de transport. Un modèle de transport urbain de voyageurs, dont j'ai la responsabilité. Un modèle de transport non urbain de voyageurs, donc qui va s'intéresser à tout ce qui est à la fois domestique, international, interurbain. Et on va avoir un modèle de fret, pareil, divisé entre ce qui se passe au niveau urbain et ce qui se passe au niveau non urbain. En parallèle de tout ça, donc ces 4 modèles nous permettent d'évaluer une demande. Ça nous permet de nourrir un modèle de flotte de véhicules. Typiquement, notre demande permet d'estimer les besoins de nouveaux véhicules. Et donc, à partir du modèle de flotte de véhicules, on est capable de dire quelle va être la vitesse de pénétration, enfin de l'électrification d'une flotte de véhicules, par exemple. À partir d'hypothèses, bien sûr, sur les ventes, les pourcentages de vente de véhicules électriques. Les résultats de ces modèles, donc alors il y a des unités avec lesquelles vous n'êtes pas forcément familier. Donc des tonnes kilomètres, en fait, c'est tout simplement quand on multiplie des tonnes par des kilomètres. Un camion qui transporte 2 tonnes sur 1 kilomètre, ça va faire 2 tonnes kilomètres. 3 camions qui transportent 1 tonne sur 1 kilomètre, ça va faire 3 tonnes kilomètres. Donc en fait, ça nous permet d'estimer un volume en fait de cette demande. Donc là, c'est en tonnes kilomètres. On a aussi en véhicules kilomètres, en passagers kilomètres. On a des indicateurs de coût des transports, des indicateurs d'émissions. Principalement de CO2 parce que ce sont là qu'on a le plus d'objectifs internationaux, mais on est aussi capable de faire des projections de polluants locaux. On a d'autres indicateurs, consommation de l'espace, sécurité routière, santé et j'en passe beaucoup. Vous pouvez voir en arrière-plan, ce sont des vraies extractions des réseaux qu'il y a derrière notre modèle. En haut à droite, c'est plutôt des réseaux maritimes, aériens, enfin une combinaison.
Et en bas, c'est plutôt les villes qui sont incluses dans notre modèle. Donc c'est l'ensemble du monde. On a 2 scénarios dans cette étude. Un scénario d'ambition actuelle. Qu'est-ce qui se passe si on continue comme aujourd'hui, enfin comme aujourd'hui, sans s'arrêter, mais vraiment avec les ambitions actuelles qui sont annoncées, les engagements qui sont annoncés. Donc par exemple, si on parle de politique, c'est qu'est-ce qui passe si on fait le Green Deal européen, comme c'est un engagement qui a été pris par les États aujourd'hui de l'Union européenne. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ce scénario va être dans l'ambition actuelle. Et donc voilà, c'est aussi les ambitions déclarées, notamment au niveau des CDN, des contributions déterminées nationales des Nations Unies. Et on va avoir aussi des trajectoires régionales. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas faire des hypothèses derrière chaque ville, derrière chaque pays. Donc en fait, on agrège tout ça au niveau de régions de transport. Et au niveau de ces régions, on va faire des hypothèses sur les développements des politiques. Donc typiquement, voilà, on est obligé d'être à une grosse maille pour faire ces études globales. Ensuite, on a un second scénario d'ambition élevée. Donc c'est un scénario d'ambition actuelle boosté, en fait, avec une mise en œuvre plus rapide, plus agressive des mesures du scénario d'ambition actuelle. Bon, ça a été quand même vérifié. Normalement, c'est un scénario qui reste réaliste parce c'est basé sur des questionnaires auprès d'experts internationaux. Donc voilà, c'est quelque chose qui est toujours possible de faire aujourd'hui, normalement. Donc là, quand on regarde les résultats, là, c'est des questions de demande. On voit la demande de passagers à gauche et de fret à droite, donc évaluée en passagers kilomètres à gauche et en tonnes kilomètres. Donc on voit qu'au niveau mondial, elle va augmenter fortement. Si on regarde au niveau du secteur du passager, c'est une augmentation principalement sur les déplacements au niveau international et interurbain et au niveau urbain. Le niveau régional stagne, donc il ne va pas diminuer, mais il va rester à peu près au même niveau. Donc l'idée, c'est que les déplacements de voyageurs évoluent vraiment au niveau urbain, international et interurbain. Quand on regarde au niveau du fret, c'est partout. Ça va augmenter partout. Donc voilà, il faut se dire qu'il y a une grosse pression au niveau de la demande sur les systèmes de transport. Quand on regarde au niveau régional, donc à nouveau à gauche, on a le secteur de voyageurs et à droite, on a le secteur de fret. Alors c'est une division selon les régions du monde. Alors c'est des acronymes en anglais. Donc vous n'allez peut-être pas être familier. Il y a la liste tout en bas écrit en tout petit. Mais voilà, on voit en gros que ça monte dans toutes les régions du monde et principalement dans des économies émergentes. C'est là où on a les croissances les plus fortes. Quand on regarde côté fret, le secteur maritime est assez important. Surtout quand on parle en termes de tonnes kilomètres. C'est basé sur le poids. En général, les produits qui sont les plus lourds sont souvent transportés par le fret maritime. Donc ça explique aussi cette surreprésentation du maritime. Si on faisait une évolution en fonction de la valeur notamment des biens, souvent c'est le secteur aérien dans ce cas-là qui ressort plus. Donc là ici c'est un autre découpage selon le niveau de revenu des pays. Donc on a 4 catégories de pays, des pays à revenus à gauche, revenus intermédiaires élevés, revenus intermédiaires bas et bas revenus à droite. Et donc en bleu, on a les évolutions donc, de la demande en passagers kilomètres. Donc là, on est sur le déplacement de voyageurs. Et en vert, on a les émissions de CO2. Donc on voit que les émissions de CO2 sont plutôt sur une trajectoire à la baisse ou à la stagnation pour les pays à revenus et les pays à revenus intermédiaires. Par contre, pour les pays à bas revenus, là, on a des trajectoires qui augmentent fortement. Et donc, voilà, au niveau des efforts, les pays à bas revenus sont malheureusement ceux qui ont le moins les moyens pour faire face au changement climatique et souvent qui souffrent aussi le plus du changement climatique. Là, c'est ici que la bataille se joue aussi. Alors, le côté résultats généraux, donc là, si on regarde la comparaison des 2 scénarios et des émissions totales de CO2 du secteur des transports, donc en sommant tous les sous-secteurs, on voit qu'en bleu, en haut, on a le scénario d'ambition actuelle et en vert, le scénario d'ambition élevée. Donc le scénario d'ambition actuelle mène à une stagnation, en gros, du niveau total d'émissions de CO2, ce qui n'est pas du tout ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs internationaux, ce qui est déjà mieux qu'une augmentation, mais voilà, on n'y est pas.
Par contre, quand on regarde le niveau vert, on voit qu'il y a moyen de réduire les émissions annuelles. Après, il faut savoir aussi ce qui joue, ce n'est pas forcément le niveau d'émissions annuelles, mais c'est le niveau d'émissions cumulées. Donc là, ici, quand on est au-dessus de la courbe en pointillé, entre 2022 et 2045, tout ça, ces émissions, il faut les rattraper après, ce qui fait qu'en cumulé, on n'est pas aux objectifs internationaux. Quand on regarde donc, le précédent volet, on était concentré sur la demande, là on est concentré sur les émissions. Là, en bleu, on a le secteur des passagers et en vert, le secteur du fret. On voit qu'il y a une diminution attendue sur le secteur du passager dans les ambitions actuelles. Sur le fret, il y a une augmentation. Il y a un problème de visibilité en fait aussi. Le secteur des transports, le secteur du voyageur est très visible. Les usagers sont présents dans les transports en commun, dans les avions. Ils se rendent compte des émissions de ce qui se passe. Le secteur du fret est beaucoup plus invisible et surtout le secteur maritime qui représente un volume assez important. Et c'est vrai que il y a des efforts qu'il faudrait faire à ce niveau-là. C'est aussi plus complexe parce que le secteur du fret a tendance à être très international aussi quand on parle du maritime. Et en fait, faire des législations au niveau international, c'est aussi quelque chose de très complexe. Mais voilà, c'est important de considérer l'ensemble des secteurs et de ne pas se focaliser uniquement sur ce qui est le plus visible. Ensuite, quand on regarde les objectifs, là c'est par type de véhicule. On voit, selon les ambitions actuelles, que quand on regarde le pic d'émissions des véhicules thermiques, on y est à peu près aujourd'hui, parce qu'il y a des gros efforts pour améliorer les émissions des véhicules thermiques et pour aller vers l'électrique, sauf que ça ne suffit pas, il faut aller beaucoup plus vite et il ne faut pas se focaliser que sur les automobiles. On voit qu'il y a plein d'autres modes de transport ici qui sont représentés au niveau des vaisseaux maritimes, de l'aérien. Il faut vraiment avoir une approche globale et à tous les niveaux. Ensuite, il y a aussi différents enjeux selon les différents types de déplacements. Là, ici, on s'est intéressé aux différentes distances de déplacement, donc que ce soit des déplacements courts à droite, c'était inférieur à 500 km, c'était sur le transport. C'est une étude spécifique sur le secteur non urbain de voyageurs. Les déplacements moyens, donc entre 500 et 3000 km, et les déplacements longs de plus de 3000 km. On voit ici clairement que les déplacements longs sont faits par avion. La question, c'est un secteur qui est difficile c'est des types de déplacements qui sont difficiles à décarboner, qui sont faits avec des modes qui émettent énormément. Et c'est un peu là aussi que se joue le challenge, parce que décarboner des déplacements courts, c'est bien, sauf qu'il y en a beaucoup de ces déplacements qui se situent plutôt dans la catégorie moyenne à longue distance. Et c'est ceux-là qui sont malheureusement aussi les plus durs à décarboner. Non pas qu'il ne faille pas décarboner les déplacements courts, mais faut vraiment se considérer ce qui se passe à toutes les échelles de distance. Donc, en résumé de cette présentation, donc la demande de transport augmente fortement. J'ai introduit quelques niveaux de détails sur ce qui se passe entre les passagers, le fret, etc. Les objectifs de décarbonation des transports nécessitent un engagement vraiment plus important parce qu'on n'y est pas. Et il faut décarboner à la fois les comportements et les véhicules. Et je pense que ça, c'est un message aussi qui ne ressort pas forcément des graphes que j'ai présentés, des graphiques. Mais les véhicules, c'est bien, mais ça entraîne quand même pas mal d'externalités. La congestion, les choses comme ça, si on passe à des véhicules verts, ça restera présent. Donc c'est un volet important pour décarboner les transports. Il faut clairement décarboner les véhicules, mais il faut aussi avoir des mesures sur les questions de demande, parce que ça ne suffit pas. Il faut aussi s'adresser au volume total de déplacement, à essayer de changer nos comportements pour utiliser des modes plus doux, des modes collectifs qui permettent de réduire le besoin global de véhicules. Aussi, donc là c'est un peu en aparté, un rappel, ne pas se battre pour le climat à un coût. Donc c'est une étude très récente qui a été publiée dans Nature. Ici en fait ces graphes, c'est le coût moyen en PIB par habitant. Les courbes en orange, c'est si on ne prend pas de mesures pour lutter contre le changement climatique. Et en bleu, c'est si on prend des mesures. Donc quoi qu'il arrive, ici on voit c'est par région du monde.
quoi qu'il arrive, on a un coût en PIB par habitant très important à ne pas s'occuper de la question du changement climatique, donc il faut vraiment y aller. Donc voilà, en résumé, merci pour votre attention, pour votre invitation. Si vous voulez avoir le lien vers les perspectives des transports du Forum international des transports 2023, vous pouvez scanner le QR code. Il y aura bientôt une version en français. Et n'hésitez pas à m'envoyer un email pour plus d'informations. Merci pour votre intervention. On compte sur l'innovation technologique pour arriver à infléchir ces courbes. Et c'est vrai qu'il y a plus de pistes en fait, pour réduire les transports à courte distance qu'à longue distance, où on sait que là, on va passer par carrément des changements de paradigme, avec notamment l'hydrogène dans le transport aérien. La prochaine intervention, c'est Margot, pardon. Margot qui a réalisé une étude de l'OCDE sur l'attractivité notamment de la Corse et sur les îles en général. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup à l'Assemblée de Corse et à la mairie pour l'invitation. Je suis Margot Tarot, je travaille à l'OCDE. C'est une institution internationale qui est en charge de soutenir ces 38 pays membres dans la conduite de leur politique. Et mon unité est spécialisée dans les politiques d'attractivité régionale. Donc c'est dans ce cadre, comme ça a été évoqué, qu'on avait été sollicité pour accompagner la Corse dans le diagnostic de l'attractivité. J'ai eu le plaisir d'avoir en entretien plusieurs d'entre vous, donc je vous remercie à nouveau. Les brochures sont disponibles juste là si vous voulez en prendre en sortant. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter à la fois la méthodologie qu'on a développée pour mesurer l'attractivité des territoires, faire un petit focus sur les îles-régions européennes et en venir à la question de la Corse et d'à quel point les transports sont une problématique transversale. Alors, parfait. Donc un mot de la méthodologie, on l'a développée avec le soutien de la Commission européenne dans le contexte post-Covid où les préférences des individus et des investisseurs sont rebattues, donnant lieu à de nouvelles opportunités pour les territoires, notamment non métropolitains. Hop. Et donc ici vous avez l'approche multidimensionnelle qu'on a développée, avec l'idée donc de penser l'attractivité pas comme une fin en soi, mais comme un moyen pour les territoires d'avoir un développement inclusif et durable. Donc l'idée, et c'est aussi dans cette perspective que nous avions travaillé avec la Corse, n'est pas d'attirer plus, mais mieux, et en adéquation avec les objectifs de développement régionaux. Donc ici, vous voyez les 14 dimensions qu'on a sélectionnées comme étant importantes pour attirer les 3 cibles principales, talents, investisseurs et visiteurs. Et donc, pendant plus d'1 an, on a travaillé à collecter des indicateurs pour chacune de ces dimensions qui étaient comparables au niveau de toutes les régions de l'OCDE. Donc, les indicateurs qu'on a sélectionnés existent dans chaque région. Et on a mélangé des indicateurs comparatifs, donc objectifs et subjectifs, pour avoir l'analyse la plus compréhensive possible. Donc, par rapport au transport, par exemple, on va regarder à la fois des indicateurs dits objectifs, donc qui décrivent des faits comme le nombre de vols qu'il y a par jour ou la performance du réseau routier, et des indicateurs subjectifs comme la part de la population satisfaite de la qualité des transports locaux. Donc, je le disais, on a cette base de données à l'échelle des régions et on est en train de produire la même à l'échelle des départements. Hop. Donc, grâce à cette base de données, on a pu conduire des analyses statistiques pour essayer d'identifier ce que les régions qui arrivent le mieux à attirer des investisseurs, des talents et des visiteurs ont en commun. Donc là, vous voyez dans les grandes lignes, par rapport aux investisseurs,
pour commencer, les régions qui attirent le plus d'investissements de l'extérieur ont en commun d'avoir des universités, une vitesse de téléchargement bonne, une accessibilité ferroviaire et aérienne favorable. Et donc là, ce que j'ai entouré en rouge, c'est que par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est intéressant de voir que les connexions Internet et donc ferroviaires aériennes jouent un grand rôle, sont vraiment parmi les top indicateurs qui déterminent, même s'il y en a d'autres, l'attractivité vis-à-vis des investisseurs et des talents notamment. Donc une partie un peu plus descriptive, donc juste sur les transports dans les îles-régions de l'Union européenne. Pour le diagnostic qu'on a réalisé sur l'attractivité de la Corse, on a mis en place un échantillon d'îles-régions et dans lesquelles donc on peut comparer, regarder déjà la performance des îles par rapport à la moyenne de l'Union européenne et la performance de la Corse par rapport à ces différentes îles. Donc d'abord on constate à gauche, au niveau du transport ferroviaire, que finalement peu de régions insulaires ont un réseau ferroviaire. Donc la Corse est plutôt bien lotie en la matière, mais que donc cet indicateur de performance qui indique en fait à quel point, quand on est situé quelque part, on a un accès facile au réseau de transport, montre quand même que la Corse a des progrès à faire. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, sans entrer trop dans la technicité, cet indicateur va au-delà de juste l'accessibilité et de se dire que si on regarde juste la distance entre les gens et une gare à vol d'oiseau, ça ne nous dit pas grand-chose en fait en termes de bien-être, de la façon dont cette personne peut accéder au réseau de transport. Donc à droite, l'accessibilité au vol. Donc on voit que le nombre quotidien de vols dans les îles est plus faible que la moyenne des régions européennes et également françaises, et que la Corse est plutôt dans une situation comparable à ses homologues. Pour les réseaux de transport routier, ici la Corse fait face à des défis. Je vous ai mis la carte à droite pour bien rappeler que même si à gauche ça nous donne une bonne idée de la situation grâce à la moyenne, quand on regarde à l'intérieur des régions, évidemment il y a des disparités territoriales qui apparaissent, et que même des régions qui sont plutôt bien situées quand on regarde la moyenne, par exemple la Réunion, quand on regarde dans le détail, ont quand même des territoires qui sont très mal desservis. Donc maintenant, le focus sur la Corse et des éléments donc issus du diagnostic qu'on avait réalisé pour l'Assemblée. Notre focus n'était pas sur les transports, mais vous allez le voir, et c'est ce que j'ai voulu souligner, c'est une problématique transverse. Donc voici la boussole qu'on avait réalisée en fonction de la base de données que je vous ai présentée. Donc la façon de la lire, le point bleu dans chaque dimension représente la performance de la Corse par rapport à la médiane des autres régions européennes, et le point rouge compare la performance de la Corse par rapport aux autres régions françaises. Donc quand un point est situé plus à l'extérieur du cercle, vers le 200, c'est que la région a une bonne performance dans cette dimension. Et quand le point est situé vers le 0, vers le centre, c'est qu'il y a des défis à relever. Donc je ne vais pas revenir sur tous les points puisque c'est la question du connexion qui nous intéresse aujourd'hui, mais on voit qu'en termes de capital naturel et de capital culturel, la Corse a clairement des atouts, et qu'en termes de connexion, il y a encore des progrès à faire. Et l'idée de cette boussole, c'était, donc dans le cadre de ce diagnostic à temps zéro, de fournir aux décideurs locaux un outil pour pouvoir tout de suite identifier les forces et les faiblesses, et aussi de voir les liens qu'il peut avoir entre les différentes dimensions, puisque un fort tourisme va avoir des conséquences par exemple sur le logement, et le transport, on pourrait y revenir dans la discussion, pourrait avoir des conséquences sur d'autres dimensions également. Un mot de contexte rappelant certains éléments de l'étude, mais vous serez assez familier avec tout ce qui est dit ici. Donc en Corse, une dépendance à la voiture qui est très prononcée, avec des conséquences que vous connaissez économiques, d'une part sur les habitants
qui peuvent être en situation de vulnérabilité énergétique, notamment dans un contexte d'inflation et de hausse des prix du carburant, ou plutôt de fluctuation des prix du carburant, qui peut poser problème même dans des déplacements maison-travail. Également un surcoût pour les entreprises qui peuvent avoir du mal à transporter leurs biens, et on y reviendra aussi, mais qui peuvent, du fait du manque de transport, avoir aussi du mal à recruter sur certains territoires. Des conséquences sociales donc d'isolement et environnementales avec des émissions de gaz à effet de serre en Corse qui sont particulièrement élevées dans le domaine des transports par rapport aux autres régions françaises. L'autre élément de contexte important, c'est l'opportunité que représente actuellement le fait que la collectivité soit propriétaire de ses infrastructures et la maîtrise de sa politique ferroviaire. Et on a pu, donc, pendant cette étude, réaliser les progrès déjà visibles, notamment en termes de nombre de passagers, qui a doublé en quelques années, et qui témoigne par rapport à d'autres régions avec lesquelles on travaille d'un intérêt à la fois pour les résidents et les entreprises qu'on a pu rencontrer pour une amélioration du transport. Donc c'est quelque chose qui paraît peut-être évident quand on habite sur place, mais on voit aussi des territoires qui investissent dans des infrastructures différentes, que ce soit transport en commun ou mobilité douce, et où il n'y a pas l'intérêt local, donc il n'y a pas une utilisation qui suit. Pour terminer, donc quelques considérations qui ont été le fruit de l'étude. Donc à partir de la boussole d'analyse documentaire et d'une mission en Corse, on a terminé par des considérations donc, pour la Corse, pour qu'elle puisse améliorer son attractivité, mais aussi donc, plus généralement son développement durable et inclusif. Et en travaillant à cette présentation, je me suis bien rendu compte que beaucoup des choses qu'on a conseillées, bon là je ne rentre pas dans le détail mais vous avez les grandes lignes, sont en partie du moins dépendantes de l'amélioration des transports, ou en tout cas l'amélioration des transports pourrait avoir un impact très rapide sur ces considérations. Donc je pense que c'est assez logique, mais pour donner quelques exemples, donc, on voit que l'amélioration de transport pourrait, dans le cadre d'un renforcement de la production locale, y compris agricole, permettre aux producteurs et aux agriculteurs d'être plus compétitifs en acheminant leurs produits vers l'extérieur plus rapidement et à moindre coût. Dans le cas des touristes, que des transports locaux pourraient permettre à des territoires plus enclavés du centre de la Corse de mieux bénéficier de ces flux, etc. Et donc dans le dernier, sur l'attraction des investisseurs, comme je l'ai dit, un fort intérêt pour les investisseurs dans un réseau de transport local efficace. Juste une dernière slide aussi pour ouvrir le débat. Donc ça, c'est une étude de la Commission européenne. Mais quand on a parlé du quoi, vient vite la question du comment. Et ce que je trouvais intéressant ici, c'est qu'il y a bien sûr des investissements de fonds qui permettent une amélioration des réseaux de transport, donc ferroviaires, etc. Mais cette question de l'intermodalité aussi est à prendre en compte, et ça rejoint aussi ce que présentait Marc sur les différents réseaux qui s'empilent et qui communiquent entre eux. Ici, donc, ces trois différentes cartes montrent la situation de la performance du transport. Donc, je reviens à cette définition de performance, à quel point les gens ont accès au réseau ferroviaire. Si on leur permet de marcher, de prendre le train puis de marcher, de prendre un vélo, le train puis de marcher, ou de prendre un vélo, le train et le vélo. Et donc on voit dans le cas de la Corse, bon, les couleurs n'apparaissent pas très bien, mais que dans le cas où le vélo pourrait être utilisé avant et après le train, beaucoup plus de personnes pourraient en fait bénéficier du réseau ferroviaire. Et donc c'est aussi des sujets à avoir en tête avec dans certains territoires des vélos électriques, etc., des garages à vélos sur place, et l'intérêt de penser à tous ces différents modes de transport de façon conjointe. Donc merci beaucoup, à votre disposition pour les questions, et n'hésitez pas à prendre l'étude devant. Merci. On passera aux questions donc après la dernière intervention de Tristan Casabianca et Thomas.
Alors, je crois que votre enquête elle porte sur les mobilités à la fois des locaux et des touristes. Et on sait qu'en Corse, on a de fortes variations et de fortes sollicitations sur les réseaux de transport entre l'hiver et l'été. Donc je vous laisse la parole. Madame la Présidente, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Avec mon collègue Tristan, on va vous parler des enquêtes mobilité qui ont été effectuées en 2017 et 2018 en Corse. On parle ici donc du coup de la mobilité interne à notre île, la mobilité des personnes. Question chronologie, du coup. Ce dispositif comporte 2 enquêtes majeures. L'enquête déplacement ville moyenne, appelée aussi EDVM, qui a eu lieu durant la période scolaire 2016-2017, et l'enquête présentielle estivale, qui a eu lieu pendant la période estivale, du coup, 2018. Pardon. Je vais vous parler de l'EDVM. Cette première enquête qui a eu lieu en 2016-2017, on a enquêté, c'est pas nous qui avons enquêté, c'était un bureau d'études, enquêté les personnes en jours de moyens d'année scolaire, donc hors aléa, hors jours fériés, hors vacances scolaires. Des questions ont été posées sur les déplacements effectués la veille. Environ 14 000 questionnaires ont été passés, un peu plus de 8 000 par téléphone et un bloc de 5 700 questionnaires ont été passés sur la route en enquête cordon. C'est une particularité de notre enquête en Corse. La population enquêtée concerne les 11 ans et plus. Ça représente environ 3% de la population. Pardon. La roulette ne marche pas tout le temps. Il faut l'appuyer. Ah ouais. Je ne l'ai pas. Ok, merci. Le découpage de notre île pour cette enquête. On a 17 secteurs d'exploitation, c'est les grandes zones de découpage, sous-découpées en secteurs de tirage. Ici, un zoom sur la région ajaxienne et sur la région bastiaise. On peut y voir le découpage un peu plus fin. On y fait référence, on descend à l'échelle des quartiers. Sur cette dernière échelle de découpage, donc la plus fine de l'enquête, il était nécessaire d'avoir 150 questionnaires par entité de découpage. Les principaux résultats maintenant sur cette EDVM, on peut y voir notamment que la moitié des déplacements font moins de 3 km. On peut y voir aussi un taux de mobilité qui est assez éparse sur l'île. Environ 1 habitant sur 3 fait 5 déplacements par jour. Et on a un indicateur important, 75 minutes de déplacement par jour pour une personne moyenne en Corse en année scolaire. C'est un chiffre assez important relativement à d'autres enquêtes mobilité. Donc on a sélectionné des territoires qui ont eu une enquête dans les années précédant la nôtre, assez proches, des territoires similaires et comparables. La Corse se place donc en première position en termes de temps moyen de déplacement et en termes de durée de un déplacement aussi. On avoisine les 20 minutes pour un déplacement et je vous l'ai dit auparavant, 75 minutes de déplacement quotidien pour un Corse en année scolaire. Le chiffre en France pour ces déplacements quotidiens, c'est 86 minutes. Il faut savoir que ce chiffre est largement tiré par l'Île-de-France,
qui, à elle seule, présente 110 minutes de déplacement quotidien pour un habitant. Sur les motifs et les modes de déplacement issus de cette enquête, on voit sans surprise que la voiture, on en parlait auparavant, présente 68% de tous les déplacements. Les motifs sont majoritairement liés au travail, avec une part importante de loisirs, 30%. Et on voit aussi que la majorité des accompagnements sont liés à l'école. Le reste, donc 80% sont liés à l'école. Le reste est lié au loisir, en grande partie. Un découpage maintenant géographique de ces flux. Les deux grandes régions présentant le plus de déplacements internes, sans surprise, sont Ajaccio et Bastia, avec des gros déplacements internes par jour. Donc là, on parle de 333 000 déplacements jour. Les plus, on va dire les régions les plus liées, enfin les secteurs les plus liés, sont les portes d'Ajaccio et de Bastia, du coup, puisque le secteur Ajaccio, Plaine de Peyre, donc c'est en gros la vallée de la Gravonne, présente 33 000 déplacements jour, et le secteur sud-Bastia, Bastia-Borg, représente 32 000 déplacements jour. Il faut savoir aussi que le déplacement Ajaccio, Corté, Bastia sont somme toute assez minoritaires. Ils rentrent autour des 1000 à 2000 déplacements jour. C'est dans la limite de la représentation et de la représentativité d'enquête. Une frise maintenant journalière sur le profil journalier des déplacements en Corse en année scolaire. C'est intéressant de voir le pic de déplacement du matin, donc la plage horaire qui est très resserrée, plus que le retour en fin de journée. On voit aussi que les achats et services à la personne viennent en général en creux de ces déplacements liés au travail et aux formations. Et donc le retour en fin de journée s'effectue de manière un peu plus lente, un peu plus étalée dans la journée que ce pic du matin qui est quand même très violent. En ce qui concerne l'impact environnemental de nos déplacements, il est très divers selon les régions de notre territoire. On voit que les grands secteurs d'Ajaccio et de Bastia, de par leur tissu urbain et leur proximité de déplacement, peuvent avoir un score en consommation, émission de CO2 par habitant assez raisonnable, on va dire, par rapport à d'autres régions comme l'Ouest Corse et la Castaniche, qui sont autour des 8 kilos équivalent CO2 par habitant. En termes de comparaison avec les autres régions, toujours sur des enquêtes similaires qui ont été faites dans des années assez proches de la nôtre, on voit que la Corse est en première place sur ces régions sélectionnées, avec pas loin de un peu plus de 3000 émissions de CO2 par habitant par jour. C'est les émissions de CO2 évidemment qui concernent uniquement les déplacements. La deuxième place, c'est Lille. Pour des soucis de visibilité, on n'a pas toutes les étiquettes. Troisième place, Toulouse. Pardon, deuxième place, c'est Nantes. Désolé. Troisième place, Toulouse. Et on voit que Arras et Lille, au-dessus d'Arras, Lille, Arras, Nîmes sont des régions qui sont largement inférieures à la nôtre en termes d'émissions de CO2 par jour par habitant. Je vais laisser la parole à Tristan pour vous parler de l'enquête présentielle estivale. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs. Je vais vous présenter maintenant, puisque nous venons de voir l'enquête dite EDVM qui se passe, donc comme le précisait Thomas, en hiver. Je vais vous présenter maintenant quelque chose qui est important
pour toute la société corse et pour toute son économie, une enquête concernant la mobilité en période estivale que nous avons faite en 2018 entre le 15 juin et le 15 septembre. Quel était l'objectif? Évidemment, c'était de connaître les déplacements, mais pas uniquement les déplacements des résidents, aussi les déplacements des touristes. Alors, elle a lieu en 3 lots, face à face, c'est-à-dire des questionnaires que nous avons passés, 6000 questionnaires qui ont été passés en face à face, aussi des appels téléphoniques qui ont été passés à des personnes qui avaient déjà été interrogées au cours de l'enquête EDVM, et aussi nous avons essayé de réaliser une enquête via des traces GPS. Et concernant les deux derniers lots, téléphone et traces GPS, je ne vais pas les aborder aujourd'hui. On va se concentrer sur les questionnaires en face à face, et je reviendrai peut-être si vous avez des questions concernant les limites de ces 2 enquêtes. Donc il y a 6 périodes d'enquête. Ces 6 périodes d'enquête ne sont pas continues, et nous allons le voir un peu plus dans le détail. Alors, magnifique, ça marche. Quelle était la méthode d'enquête? La méthode d'enquête, elle nous a amené à avoir une réflexion assez approfondie, parce que ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire, étant donné que nous n'avons pas de garantie de représentativité à l'origine. Nous avons dû élaborer une méthode assez nouvelle grâce à l'aide de l'université Gustave Eiffel et au CEREMA pour s'assurer de la représentativité des personnes que nous allions interroger et pour garantir que le redressement soit efficace. Nous avons donc divisé la Corse en 4 grandes zones, comportant chacune un port et un aéroport, avec chacune d'entre elles une façade littorale et une façade, on va dire, montagneuse, plus rurale, et une typologie de sites avec des touristes et des résidents, et une multitude de sites clés où passent à la fois des touristes et des résidents. Cette méthodologie, donc, comme je vous le disais, était assez innovante. Nous venons de la publier d'ailleurs dans un article d'une revue de l'université Gustave Eiffel en 2024. Voilà. C'est en fait une première mondiale, et elle est appelée, j'espère, à faire des petits et à être dupliquée dans d'autres régions qui connaissent les mêmes problématiques, notamment évidemment les îles. Alors, maintenant nous en venons aux résultats. Qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que déjà, au niveau des chiffres, il y a 1,88 million, selon l'étude que nous avons faite, donc de déplacements par jour. Ça constitue une augmentation de 88% par rapport à la période dite scolaire que l'on a vue par le DVM. Alors évidemment, comme on peut s'y attendre, étant donné la présence touristique, 53% des déplacements sont le fait de touristes. Et pour vous donner une petite idée de la population moyenne quotidienne présente en Corse que l'on peut trouver grâce à cette enquête, vous voyez que par exemple dans la période 6, il y a 919 757 personnes en moyenne en Corse. Cette période 6, c'est la période du 15 août, semaine du 15 août. Cette semaine du 15 août sur laquelle nous avons particulièrement insisté. Et donc vous voyez qu'il y a 3 fois plus de population autour du 15 août que dans une période hivernale. D'ailleurs, petite chose pour vous montrer aussi la finesse de l'enquête et parfois aussi ses possibles biais. Vous avez la partie en jaune bas de cette période 6 où vous voyez que qui représente les résidents corses. Vous voyez que ces résidents corses sont légèrement supérieurs à toutes les autres périodes. Eh bien, c'est probablement parce que des personnes qui venaient durant cette semaine du 15 août se sont surdéclarées quand on leur a demandé si elles étaient des résidents corses. En fait, c'était sûrement des étudiants ou c'était de la diaspora, et quand on leur a demandé s'ils étaient des résidents corses, ils ont répondu oui. Alors, on continue donc avec ces résultats pour s'apercevoir un peu des habitudes de déplacement. Comme je vous le disais, on a divisé la Corse en 4 grandes zones,
Et donc, on peut s'apercevoir que Ajaccio, le Grand Ouest, et la Balagne, le Centre-Corse, ce sont les deux zones les plus peuplées. Et comme on peut le voir aussi, en ce qui concerne la Balagne et la plaine orientale, on a finalement assez peu de personnes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a aussi une proportion assez importante pour cette Bastia plaine orientale de personnes n'effectuant aucun déplacement. Aucun déplacement, c'est-à-dire que ce sont des personnes, des touristes, en fait, très probablement, beaucoup de touristes qui sont dans des villages de touristes, qui sont dans des campings et qui n'effectuent pas de déplacement. Car le but du questionnaire, c'était de leur demander évidemment ce qu'ils avaient fait comme déplacement la veille. Et donc, on voit que quand on s'intéresse au taux de mobilité et de ces personnes, la différence entre les touristes et les Corses, on voit que la période 1, que vous avez là ici, cette période 1, vous voyez qu'il y a un fort différentiel entre les résidents corses et les touristes. Qu'est-ce que c'est que cette période 1? La période 1, c'est la période du début de l'enquête, du 15 juin au 30 juin. Donc vous voyez que quand les Corses travaillent, finalement, leur mobilité est réduite par rapport aux touristes qui, eux, forcément, disons que sont plus souvent en vadrouille et en déplacement. Mais vous pouvez voir que petit à petit, cet écart va se réduire. Hein, et voilà, il va être vraiment assez peu élevé, notamment voilà, la période que vous voyez, la période 5 par exemple, vous voyez qu'un l'écart est vraiment assez faible entre les résidents corses et les touristes. La période 5, c'est la semaine du 15 juillet. Même chose pour cette période 6, qui est donc la semaine du 15 août. Alors, maintenant, si on s'intéresse un peu aux modes et aux motifs, comme on l'a dit, ça ne sera pas une surprise, évidemment. Vous voyez la prédominance du mode motorisé, et donc au niveau de la population totale, au niveau des résidents corses, c'est encore plus important, tandis que les touristes ont des déplacements qui sont parfois un peu plus fréquents à pied, évidemment, et vous pouvez noter aussi la faiblesse des modes collectifs au niveau des déplacements. Et alors, maintenant, si on s'intéresse non plus aux modes, mais aux motifs, ce que l'on peut voir, c'est vraiment une différence entre les résidents et les touristes, c'est-à-dire que la part de loisirs, vous voyez, elle est 2 fois plus importante pour les touristes que pour les résidents. On est 38 à 77. Et évidemment, pour la part de travail est évidemment très faible pour les touristes. C'est normal. Voilà. On a aussi une petite, vous voyez, on est toujours dans les biais. On est toujours dans les biais, c'est-à-dire qu'on a un peu de touristes qui se déclarent en travail, donc ils font peut-être un peu les deux. Voilà. Donc c'est amusant de voir aussi ces petites choses. Alors maintenant, si on s'intéresse, comparaison entre les deux enquêtes, l'enquête donc que nous avons faite EDVM et l'enquête en période estivale. Donc ces résultats concernant l'année scolaire que vous voyez à droite là, vous voyez qu'on s'intéresse vraiment aux différences entre évidemment uniquement aux différences pour les résidents. Vous voyez que les loisirs augmentent de façon, disons, significative, mais pas majeure. On passe de 30 à 38%. Ce qui diminue, c'est les motifs d'accompagnement. Les motifs d'accompagnement, vous accompagnez votre enfant à l'école, évidemment, là, ça diminue très fortement. Et par contre, si on s'intéresse à la durée moyenne de déplacement, là, on voit qu'en été, elle augmente de façon très importante, puisqu'on passe de 19 minutes de déplacement en moyenne pour le DVM à 28 minutes. Alors, voilà, ce que j'avais un peu abordé là, au cours de cette présentation, ce sont les limites des enquêtes. Les limites des enquêtes que nous avons faites EDVM donc, et enquêtes présentielles estivales. On peut dire que pour les EDVM, comme Thomas l'évoquait, nous avons fait des enquêtes cordon que nous avons
des enquêtes cordon. Donc c'est tout simplement, vous vous mettez au bord d'une route et vous analysez le nombre de véhicules qui passent et vous interrogez les gens sur leur motif de déplacement. Il y a eu un manque d'exploitation qui est assez regrettable. Nous avons eu aussi des difficultés avec la méthode concernant le téléphone fixe, évidemment, parce que déjà les gens ne répondaient plus au téléphone fixe, hein, ça paraît évident. Et donc ça sera aussi un des points d'amélioration à faire. Et d'ailleurs, dans toutes les études, actuellement, on s'interroge. Ces études sont standardisées, hein, c'est pour ça qu'on ne peut pas les modifier si facilement que ça. Donc, au cours des prochaines années, je pense que le CEREMA s'interroge sur la modification de ces études, hein, et que c'est déjà en cours. L'enquête présentielle estivale, elle est moins précise, elle portait sur 6000 personnes, hein, seulement, et elle était divisée en 4 grandes zones. Ensuite, il y a des modifications de comportement qui sont intervenues depuis le Covid, forcément, hein, du télétravail qui est devenu beaucoup plus prégnant. On a aussi le développement des mobilités douces, on l'a vu notamment ici à Bastia. Il y a des aménagements qui sont totalement différents et des gens qui ont pris l'habitude, je sais pas moi, d'aller à l'Aldilonde par exemple. Ça fait partie des modifications de comportement. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ces études, elles sont toujours pertinentes dans les grandes masses, évidemment, parce qu'elles sont prévues pour durer, d'être toujours fiables pendant une dizaine d'années, hein. Donc les résultats sont encore largement exploitables. Et évidemment se pose déjà la question, puisque ça se prévoit très longtemps à l'avance au vu de l'ampleur du dispositif, se pose déjà la question d'essayer de renouveler ces études. Alors, et évidemment, on parlait aussi d'open data. Ce que l'on a eu à cœur, c'est vraiment d'essayer de mettre ces données à la disposition d'une large audience et par la création d'un site internet de data visualisation extrêmement riche. Vous pouvez aller fouiller dessus. Et d'ailleurs, tous les graphiques que vous venez de voir sont issus de ce site internet, hein. Donc si vous avez envie vraiment de plonger dans le détail de chaque territoire, de chaque sous-groupe, de ce que font chaque type de résidents, étrangers, touristes, etc., vous pouvez aller sur ce site internet et là, vous trouverez beaucoup de données qui vous permettront de prendre des décisions, d'établir des schémas et, voilà, et d'améliorer votre connaissance sur ce sujet. Je vous remercie beaucoup. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On a eu beaucoup de données, on a eu aussi beaucoup dans la journée d'ailleurs. Mais juste une question peut-être, Monsieur Trouvé, sur le plan, l'augmentation du fret, des déplacements et autres. C'était une vision mondiale. Est-ce que c'est lié? Les principaux facteurs sont quoi pour vous? L'augmentation des modes de vie, de la démographie, l'augmentation de la population, et comment on aurait pu imaginer ça au niveau de la Corse? Merci beaucoup pour cette question. Alors il y a les facteurs que vous avez mentionnés qui jouent tous. Donc mode de vie, démographie, aussi des nouvelles tendances. Quand on voit aussi tout ce qui est les services de commande à domicile, que ce soit au niveau de la restauration, mais aussi au niveau des achats, tout ça, ça génère beaucoup plus de fret. On voit qu'il y a une activité de consommation bien plus importante qui se développe. En fait, c'est un des aspects un peu pervers de la digitalisation. Ça rend plus accessible les biens, donc on va en acheter plus ou on va en vendre plus, et donc en fait, on va augmenter les volumes de fret. Tout ça aussi, sachant que on a aujourd'hui des chaînes logistiques qui sont mondiales. Il y a un moyen aussi pour réduire ces volumes, ce serait d'avoir des chaînes logistiques plus régionales plutôt que d'aller acheter des biens qui viennent de Chine, par exemple.
question allait avec, effectivement. Est-ce que vous, dans les travaux que vous faites, est-ce que vous avez des... Pardon, j'ai oublié de me présenter, Jean-Marc Ambrosiani, je suis directeur de l'ADEME ici en Corse. Et dans les travaux que vous faites, est-ce que vous avez des moyens de corréler l'impact en termes de déchets aussi de ces flux et de ces transports, côté marchandises bien sûr, parce que ce n'est pas les transports de personnes qui vont nous... Alors, la réponse malheureusement ce sera non, on n'évalue pas du tout les déchets à ce stade-là dans nos modèles. Aussi, je tiens à préciser que les données sur le fret, quand on est en Europe, on a une grosse collecte de données qui est disponible. Ça va, on peut faire ces études de fret assez détaillées. Quand on est sur les études mondiales, les données en termes de fret, de transport de marchandises sont vraiment très mauvaises. Et donc, voilà, sur une étude aussi globale, on ne va pas prendre ça en compte. Après, effectivement, on s'intéresse de plus en plus à essayer d'englober d'autres secteurs parce que le transport, c'est une demande indirecte. On ne veut pas faire du transport pour le transport, on veut le transport pour avoir accès à des activités, pour avoir accès à des biens. Et donc en effet, on essaie de plus en plus avoir une loupe plus globale, en fait. Donc oui, typiquement, les déchets, c'est quelque chose qu'on pourra étudier par la suite. D'abord, merci à tous pour vos présentations. J'ai omis tout à l'heure de remercier la mairie de Bastia. Merci, monsieur le maire, pour le prêt de cet espace, de ce très bel espace. Alors moi, j'ai plus je dirais un commentaire à faire que véritablement une question. Un commentaire qui se construit sur la base, évidemment, de vos présentations. Donc, je réfléchis vraiment à haute voix. Si on regarde ce qui se passe au niveau mondial, ce qui se passe aussi à partir de l'étude OCDE et ce qu'a fait l'AUE, d'ailleurs c'est vraiment très très intéressant. Bon, on a l'impression qu'on coche toutes les mauvaises cases, a priori, parce qu'on a quand même des indicateurs qui sont pas bons. C'est-à-dire qu'on a, en gros, on n'a pas les réseaux, on n'a pas les bons nœuds. On n'est pas sur les voies de communication externes, que ce soit les autoroutes de la mer, les grands nœuds de communication, etc. À l'interne, on a des déficits qui sont importants. En termes d'usage, on voit les routes. Donc, évidemment, le chemin de fer a de grosses difficultés parce que une grande partie de la ligne a été sabordée par les Italiens à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bref. Donc, en comportement, c'est pas bon, parce qu'en comportement, on est à la voiture. Quand on voit les ratios, on est dans le top, on est au plus haut niveau de fréquentation, de déplacement en jour. Bon, bref, donc c'est a priori comme ça, le constat n'est pas bon. Bien, bref, on s'en doutait un peu aussi. Cela dit, c'est pas là-dessus qu'on va rester, bien sûr. Par contre, ce qui semble encourageant, me semble-t-il, c'est que s'il y a bien un domaine où on peut influencer le comportement des acteurs, c'est bien le transport. Autant, dans certains domaines, c'est très compliqué d'obliger du jour au lendemain à faire trier les déchets, par exemple. C'est très compliqué de rationaliser pour l'eau. Bon, il faut des systèmes d'incitation qui soient fiscaux ou autres. Autant pour les transports, je veux dire, vous coupez une ligne, il n'y a plus personne qui circule. Vous en mettez une autre, les gens sont obligés de passer par là. Donc, l'impact, je dirais, de l'offre, ou l'action sur l'offre, et l'offre de réseau en particulier, ou de modalités, que ce soit le réseau, les infras, ou les modalités mises à disposition, peut énormément jouer. Alors là, évidemment, je me projette sur le futur. Je ne dis pas que ça se fait avec un claquement de doigts, mais en tout cas, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous, Margot, on l'a vu pour le transport ferroviaire. On a vu en 7 ans sur le transport ferroviaire l'usage multiplié par 2. Donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous. Donc, et ça, je trouve que c'est un résultat très intéressant. Ça prouve bien qu'en modifiant soit l'infra, là en l'occurrence c'était la mise à disposition,
c'était les fréquences. C'était aussi, pour ce qui est de la Balagne, la possibilité de voir deux trains se croiser. Je veux dire, bon, entre Calvi et Île-aux-Rousses, quand même, les trains ne se croisent pas. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas parti d'Île-aux-Rousses, le train de Calvi ne peut pas bouger, quoi. Je veux dire, c'est quand même assez hallucinant. Bon, donc ça veut dire qu'on peut agir, à mon sens, il y a une place pour l'intervention publique forte. Et je crois que c'est la particularité du domaine des transports. Ça signifie que si on agit, que ce soit sur l'aérien, sur les ports, les aéroports, le transport ferroviaire, on peut avoir une action vraiment vertueuse du point de vue de la politique publique. Et ça, c'est encourageant parce que quand on voit effectivement le constat, bon, on se dit que quand même c'est le résultat de politique ou de non-politique antérieure. Je veux dire, parce qu'on en est, dans certains domaines, on en est presque au 19e siècle. Hein. Voilà, si on compare à d'autres régions. Là, il y a quand même un espoir de pouvoir influencer et de pouvoir agir vite, surtout, comme le disait Sébastien, si de fait, alors on a du retard, mais du coup on peut rattraper les choses, si de fait on intègre les dernières innovations en matière de transport, de commutation, d'articulation de réseaux, etc., etc. Et je trouve que de ce point de vue, c'est plutôt, enfin j'essaye peut-être de me rassurer, hein, en tant que présidente de l'Assemblée, mais je trouve que c'est plutôt positif de ce point de vue-là. Voilà. Enfin, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je réfléchis comme ça à haute voix. Je commence, juste pour réagir, je suis tout à fait d'accord avec votre constat, et aussi pour abonder dans votre sens, ça fait partie des politiques où les citoyens ont tout à gagner d'abandonner leurs voitures qui coûtent de plus en plus cher avec la fluctuation des prix des matières premières dont on parlait. Et certains territoires avec lesquels on travaille, mettre des politiques en place, et souvent ça prend très vite, que ce soit la gratuité des transports, des passes jeunes, des choses d'intermodalité dont on parlait, de vélo électrique, etc. Donc oui, il y a plein de choses à faire, c'est sûr. Juste pour ajouter une petite note théorique, dans les grandes villes, les aires urbaines, la proportion de gens qui prennent leur voiture est directement liée et gouvernée par la proportion des gens qui ont accès au métro, par exemple. Mais exactement. Donc en fait, ça montre quand même quand il y a une offre et que parallèlement, il y a des effets de congestion assez forts, etc., qui font que la voiture est moins attractive, eh bien, les réseaux publics fonctionnent. Donc oui, là, effectivement, il y a un moyen d'action très très clair. Merci. Benjamin Gilorvigne, agence d'urbanisme et de l'énergie de la Corse. Alors, Madame la Présidente, au nom non seulement de mes collègues à la tribune, mais de tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer, merci de votre invitation. Je vais d'abord essayer de rebondir en faisant un petit lien entre la théorie des réseaux et les résultats du travail que mes collègues ont essayé de vous présenter. Vous avez remarqué qu'on essaie d'être très factuel et de ne pas tirer de conclusions trop hâtives, et pourtant c'est particulièrement tentant. Pour plein de raisons, évidemment. Dès qu'on a de la donnée un tout petit peu synthétisée et analysée, on a envie de disserter dessus. Deux choses. D'abord, petit 1, ces éléments, ils paraissent relativement anciens, mais ne sont pas caducs, loin de là, puisqu'on considère que généralement, une enquête de déplacement, ça se refait tous les 10 ans à peu près. On est très très loin d'en avoir tiré tout ce qu'on peut en tirer. Et quelque part, je voudrais faire un peu un appel à bonne volonté. Exploiter ces données, il ne faut pas qu'elles dorment sur le site internet de data visualisation. Il faut qu'on en fasse plus d'exploitation collectivement que ce qu'on a pu en faire dans les quelques années qui ont suivi leur publication. Petit 1. Deuxièmement, on s'est impliqué, parce que c'était la commande de la collectivité de Corse, sur les déplacements et la mobilité interne. Il a été question à une certaine époque de s'intéresser à la mobilité externe. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait parce que difficulté à faire émerger une maîtrise d'ouvrage entre l'Office des transports, la collectivité, délégation transport, l'agence d'urbanisme. Et donc, on est un petit peu pauvre, on est un petit peu peut-être insuffisamment proactif sur ce sujet de la mobilité externe. Et pourtant, je pense que les deux sont liés, et pas que sur le fret. Petite illustration de ce pourquoi il me semble que la démarche de Corsica Prospectiva peut être l'occasion sans aller jusqu'à des enquêtes mobilité aussi échantillonnées, aussi quasi exhaustives que ce qu'on a pu faire sur la mobilité interne. Pourquoi est-ce que le lien avec la mobilité externe me paraît particulièrement important? Petit 1,
les résultats des enquêtes déplacement interne, qu'elles soient hivernales ou estivales, qu'elles ne concernent que les résidents ou les résidents plus les touristes, vous montrent la part prépondérante de la mobilité motorisée. Cette mobilité motorisée, ça veut dire des véhicules qui, pour la très très grande majorité d'entre eux, ont 4 roues et font à peu près 1,5 tonnes, quoi. Évidemment, il y a des 2 roues, mais c'est plutôt rare. Par rapport à ce que nous décrivait tout à l'heure M. Barthélémy sur les réseaux, ça prend beaucoup de place. C'est-à-dire que les effets de cette mobilité motorisée font que le réseau lui-même en a des caractéristiques physiques qui sont modifiées. Nos routes sont étroites, nos rues sont plus ou moins adaptées à ce trafic motorisé. Et lorsqu'on multiplie par 3 la présence sur la semaine du 15 août, le réseau n'est plus tout à fait le même en fait. Le réseau n'est plus le même parce qu'il y a une occupation de l'espace par les vecteurs de cette mobilité motorisée. Et là, j'allais dire, on sort un peu de l'analyse des déplacements. Le réseau lui-même est saturé par les propres véhicules qui sont censés assurer sa fluidité. Donc c'est un premier sujet. Deuxièmement, ces véhicules motorisés, vous remarquerez que chez les touristes, ils sont un petit peu moins présents, les déplacements motorisés, que chez les Corses. Mais ce qui serait intéressant, et on ne peut pas le savoir, c'est ce que serait l'habitude du touriste s'il n'était pas en Corse. S'il était sur son territoire, comment est-ce qu'il se déplacerait? Et pour celui qui est venu avec sa voiture, pourquoi il est venu avec sa voiture? C'est des questions qu'aujourd'hui, on a bien du mal. Ces déterminants-là, on ne les connaît pas. Et il n'est pas à exclure qu'il soit venu avec sa voiture parce que l'un dans l'autre, il a fait des calculs économiques, qu'il s'est rendu compte que c'était intéressant, parce qu'on lui a dit qu'en Corse, c'était compliqué, sauf sur le GR20, d'être piéton. Et peut-être aussi tout simplement qu'il faut qu'on interroge les politiques publiques qui font qu'on subventionne directement ou indirectement le transport de véhicules de touristes, dans les 2 sens tous les jours, qui d'un point de vue énergétique n'est pas forcément quelque chose de très spontané. Pourquoi mettre des moyens mécaniques, de l'énergie et de l'argent dans le transport de véhicules qui remplissent tous la même fonction, transporter une famille de touristes de 1, 2, 3, 4, 5 ou 8 personnes selon les cas? C'est des sujets sur lesquels aujourd'hui on agit. La situation n'est pas ce qu'elle est spontanément, elle est aussi là parce que nos politiques publiques, conçues ou pas, parce que certaines de nos politiques ne sont pas conçues, j'allais dire, ex nihilo. Elles sont la suite de petites évolutions depuis une quarantaine d'années. Et donc aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que si nos touristes se déplacent en voiture, c'est parce qu'ils ont trouvé le plus souvent un bateau pour transporter le véhicule qu'ils ont pris sur le continent. Généralement, c'est le leur. Bon. Il en arrive aussi en avion qui prennent une voiture de location, ça c'est un autre système, mais les déterminants de ces choix-là, on ne les connaît pas. Mais ce qui est certain, c'est que touristes, disponibilité du véhicule automobile sur place ou du bateau pour le transporter, fait que on retrouve une bonne partie d'entre eux dans des voitures sur nos routes, et que quand on regarde les motifs, le nombre, la distance, etc., on se dit que finalement, cette population estivale supplémentaire, elle pourrait peut-être être aussi un levier pour une offre de transport collectif ou une offre de transport alternatif, peut-être plus active, mais que finalement, qu'est-ce qu'on lui sert aux touristes? On lui sert le transport de son véhicule et on lui sert notre réseau routier, principalement. Hein. Et ça, c'est un sujet qu'on ne pourra pas, j'allais dire, adresser de manière plus analytique, plus problématique, si on ne s'intéresse pas aux déterminants de la mobilité entre la Corse et l'extérieur. Et ça, c'est un sujet sur lequel aujourd'hui on n'a pas travaillé. Mais si, Madame la Présidente, c'est plus qu'une perche, là, c'est je vous lance le bout. Hein, voilà. Si vous pensez qu'il y a un sujet d'approfondissement, on est évidemment tout à fait disposé pour y travailler avec vous, parce que ça me semble être un sujet majeur. Je ne parle même pas du fret, parce que je suis à côté du maire de Bastia et je suis sûr qu'il va avoir des tas de choses à dire sur la question du fret intérieur-extérieur. Et donc je ne m'aventurerai pas sur ce sujet-là. Mais voilà, vous avez compris qu'on est demandeur de poursuivre cet échange dans 2050, ça nous laisse le temps de produire quelques petites choses, me semble-t-il, même si évidemment ces sujets prennent beaucoup de temps. Merci. Madame la Présidente, je ne sais pas si je vais clôturer, en tout cas je vais vous remercier pour encore une fois d'avoir organisé ce colloque à Bastia. Alors 2 petites réflexions. Vous avez dit que pour que les gens accèdent au transport en commun, il suffit de mettre les moyens à disposition. Alors nous on l'a prouvé, hein. Il y a eu la fermeture du tunnel de Bastia pendant
au départ, ça devait être 5 semaines, mais ça a duré que 3 semaines. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les gens se sont mis au transport en commun, au train, et que beaucoup ne sont pas revenus à la voiture. Ce qui veut dire que quand on met les moyens, les gens peuvent accéder et ne goûtent plus à la voiture. Alors nous, Sébastien, on a de gros enjeux, hein, parce qu'on a un territoire assez contraint. On a déjà toutes les infrastructures. On a le rail qui relie Tog enfin, pour l'instant, la gare à Luciane, à l'aéroport. Et je pense que rapidement, alors là, moi aussi, je sollicite la présidente de l'Assemblée, on pourrait mettre en place rapidement des transports en commun, le train-tram entre Bastia et l'aéroport. Ça a vraiment du sens. Mais en tout cas, merci pour tous ces chiffres. Alors, pour revenir au fret, puisqu'on a dit qu'il ne fallait pas aller chercher trop loin, nous, on va quand même chercher à Marseille ce qu'on peut trouver à Livourne ou à La Spez, mais ça, c'est un autre problème. C'est l'histoire des continuités territoriales transfrontalières. Je sais que c'est un vaste sujet, mais je crois qu'il faudra qu'on se penche aussi sur celui-là. Voilà, je vous remercie, et merci encore, merci à vous tous, et merci Madame la Présidente. Oui, merci. C'est très impoli de parler après le maire, hein, je suis désolé. Mais moi, j'avais deux remarques supplémentaires. Comme on se donne un pas de temps sur 2050, il faut aussi se projeter sur peut-être des modifications qu'on a commencé à évoquer là. Tout ce qui est transport en commun, qui n'a pas trop été évoqué là, les réseaux d'autobus, enfin, tout ce qui va permettre de desservir des bassins de vie qui ne sont pas strictement les grandes agglomérations urbaines, mais qui du coup représentent des besoins réels de la population. Aujourd'hui, c'est très très mal desservi. Enfin, je n'ai pas trop vu de graphiques dans vos travaux, mais on sait qu'il y a des lignes qui ont fermé, c'est-à-dire des lignes qui étaient empruntées antérieurement, qui ont fermé, qui n'ont pas été remplacées. Et c'est comme ça qu'on se retrouve effectivement avec des dépendances fortes à avoir la voiture, hein. Et la mobilité devient un élément de précarité supplémentaire d'ailleurs pour certaines populations, hein, puisque c'est difficile de faire face à toutes ces dépenses de logement, de chauffage, d'énergie et de mobilité. La mobilité devient un problème. Voilà. Deuxième remarque, il me semble aussi que toutes ces norias de camions qui circulent sur nos routes et qui connectent en particulier Ajaccio-Bastia, et donc on se retrouve à Monteville-Savone derrière un camion, puis 2 camions, puis 3 camions, etc. Là, on voit bien qu'il y a quand même un déficit de penser tout ça. Enfin, en tout cas, moi, je souhaiterais qu'en 2050, je ne serai probablement plus là, hein, mais en 2050, les Corses de cette période-là ne se retrouvent pas contraints à subir ce genre de situation. Alors, est-ce que le ferroutage pourrait être une solution? Aujourd'hui, il n'y a pas de fret par ligne ferroviaire, que je sache, hein. Est-ce que c'est prévu? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, les trains qui aujourd'hui circulent sur notre réseau ferré ne sont pas prévus pour transporter des marchandises, à ma connaissance, hein. Nanette, tu me diras si je me trompe, hein. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas là peut-être quelque chose qui pourrait, là aussi, continuer à renforcer le rôle du réseau ferré, et pas uniquement sur des personnes, mais aussi sur des marchandises, qui du coup limiterait, ou en tout cas réduirait fortement le nombre de camions faisant cette noria. En tout cas, moi, en tant qu'utilisateur de cette route, je trouve que c'est largement sous-optimal, quoi, hein. On doit pouvoir faire beaucoup mieux. Voilà. Bon, voilà. Et puis, j'avais une dernière remarque sur la production agricole, puisque c'est Margot, je crois, qui a évoqué la production agricole. Bon, la production agricole, il y a une partie, effectivement, qui est tournée vers l'exportation, essentiellement les agrumes et la viticulture, hein, qui empruntent les bateaux pour atteindre des marchés distants.
En revanche, il y a un certain nombre de produits agricoles aujourd'hui qui pourraient tout à fait circuler à l'intérieur de la Corse, qui ne le font que très peu. C'est très très compliqué. En particulier, toute la production maraîchère finit par être contingentée sur quelques kilomètres et à circuler relativement peu, sauf exception. Il y a quelques exceptions, mais très rares. Donc ça aussi, peut-être qu'une projection sur 2050 qui stimulerait la production agricole locale pour pouvoir reconquérir le marché alimentaire régional pourrait passer par une stratégie de transport adaptée. Et là, je crois qu'il y aurait peut-être quelque chose de gagnant-gagnant. Voilà, on arriverait à mieux fonctionner qu'on ne le fait aujourd'hui. Voilà, c'est les quelques remarques que je voulais faire. Merci. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous connaissez la répartition de l'investissement public par mode de transport en Corse? De l'investissement public. Et c'est tout à fait pertinent et c'est effectivement très difficile, d'autant plus qu'il y a une priorité aussi. Enfin, le réseau routier est celui qui permet d'accéder, enfin, en termes d'origine-destination, c'est lui qui permet de faire les déplacements de bout en bout, donc il est quand même quelque part aussi nécessaire. Donc c'est quelque part aussi normal qu'il y ait un investissement assez fort derrière, mais c'est une vraie question intéressante qu'il faut creuser. Aussi concernant la remarque pour le fret ferroviaire, juste pour positionner, juste pour donner quelques éléments de contexte, la France est assez mauvaise en fret ferroviaire de manière générale. Quand on regarde ce qui se passe sur le continent, c'est du transport de voyageurs principalement et très peu de ferroviaire. À l'inverse, on a un système américain qui lui est excellent en termes de ferroviaire de fret, mais qui est complètement nul en termes de voyageurs. Après, ces différentes cultures à adopter aussi, voilà, c'est une possibilité en effet, c'est intéressant. Il faut aussi se renseigner sur le type de biens qui sont transportés par camion aujourd'hui. Est-ce que c'est des biens qui sont facilement transférables sur du fret ferroviaire ou pas, s'ils sont périssables ou pas, notamment, des choses comme ça. Et aussi pour insister sur les enquêtes de mobilité, c'est vraiment aussi, quand on parle de dimensionner une nouvelle offre de transport en commun, donc effectivement, s'il n'y a pas d'offre de transport en commun, il n'y aura personne qui va utiliser les transports en commun. À l'inverse, il ne faut pas construire une ligne de bus au milieu de nulle part. Les enquêtes ménage-déplacement permettent aussi d'identifier quels sont les axes principaux qui pourraient bénéficier d'une ligne de transport en commun et nourrissent notamment tous ces outils de modélisation que j'ai fait au niveau
au niveau international. On peut les décliner à des niveaux bien plus précis, au niveau régional, au niveau de la Corse, c'est possible de le faire. Ils sont tous basés sur ces enquêtes ménage-déplacement en général, parce que c'est les données les plus fiables qu'on a pour mêler déplacement et besoins, demandes socio-économiques de transport. Oui, merci pour la fiabilité sur les enquêtes mobilité. Effectivement, elles sont réputées plus fiables que l'INSEE sur les indicateurs de déplacement et elles sont très importantes. Je voulais rebondir aussi sur les pratiques train un peu dans le périurbain. On sent tous qu'il y a un mouvement sur ce mode de déplacement. Il y a une offre qui s'est accentuée, ça rejoint ce que disait M. Barthélémy, et effectivement, ça sera un des enjeux, je pense, des prochaines enquêtes, d'évaluer ces évolutions, notamment celle-ci. On n'avait pas d'état zéro un peu en enquête mobilité en Corse avant celle-ci. On a un état zéro, l'enjeu est de voir les évolutions et de voir la suite sur ces évolutions, notamment celle du train. Je pense que l'offre a un vrai impact. La finesse de l'enquête et du découpage permet ça. Et il y a aussi un point sur les prospectives, puisqu'on est en prospective, il y a un volet opinion sur des enquêtes mobilité, sur la nôtre, donc qui permet d'évaluer un peu le potentiel sur les voyageurs, sur les résidents, du coup, puisque c'est dans le DVM. Pourquoi ne prenez-vous pas tel transport? Pourquoi utilisez-vous plutôt la voiture? Avez-vous un vélo? Enfin, il y a tout un volet opinion dans l'enquête qui permet aussi d'évaluer les potentielles pratiques futures ou blocages de la population aux égards de tel et tel mode de déplacement. Oui, juste une remarque au regard de ce qui a été dit. D'abord, je trouve votre interrogation très, très pertinente et concernant en fait les investissements par type, par modalité, par mode en fait de transport, par type modal, voilà plus précisément. Je trouve que c'est très pertinent et justement ça prouve bien que ce type de conférence, ça permet aussi aux citoyens de poser des questions auxquelles les élus ne pensent pas forcément. Ça me fait penser justement que on n'a jamais calculé non plus quel était le coût de la mobilité de manière globale en Corse. Si vous comptez 5 ports, 6 ports, 7, merci, 7 ports, oui, vous comptez tout le monde, d'accord. 7 ports, 4 aéroports, le réseau routier à entretenir. Je veux dire, c'est le ferroviaire, puisque c'est nous qui avons le train, qui sommes propriétaires du réseau ferré. Je veux dire, c'est très coûteux pour 340 000 habitants. Donc, il va falloir faire des choix. Et il y a un choix, à un moment donné, qu'il faudra faire. C'est celui qui sera guidé, imposé par le coût de l'énergie. Là, alors, je veux dire, le couperet va tomber. Hein. C'est comme quand il y a le Covid. Hein. Je veux dire, l'électricité s'arrête. Hein. Voilà. Donc, le coût de l'énergie, et là, dans les scénarios prospectifs, il est évident, et les grandes révolutions, elles se sont faites sur la question énergétique. Hein, depuis le début de l'économie, ça va marcher comme ça. Donc, le coût de l'énergie, à mon avis, puisque nous sommes très dépendants au fioul, en plus, aux énergies fossiles, fioul et gaz, il est clair que ça va profondément agir sur nos comportements. Donc, autant anticiper et agir, nous, sur des modalités d'offres qui font que les comportements, que la demande, elle va changer. Parce que je pense que sinon, ça va être très, très violent. On ne pourra pas se payer tout ça, à mon avis, dans les années qui viennent. C'est évident. Le consommateur ne pourra pas, la collectivité ne pourra pas, qui que ce soit, hein, la collectivité ne pourra pas et le consommateur non plus, à mon avis, à mon humble avis. On pourrait déjà agir, mais ça, je sais qu'il y a des choses qui sont en place, hein, beaucoup de choses qui sont en place dans les zones urbaines. La vraie question qui va se poser, c'est le rural. Dans le rural, nous, parce que c'est un rural, je veux dire, on n'est pas en Bretagne, quoi. On n'est pas en Bretagne, je reviens des Açores, là, on n'est pas aux Açores non plus, c'est pas plat. Donc, c'est clair que le rural, ça va être compliqué. Ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il y a quand même des sources d'espoir, parce que la semaine dernière,
il y a une conférence à Abu Dhabi sur les transports où ils ont présenté en fait énormément d'innovations qui entrevoient en fait la possibilité de faire des systèmes de transport en commun pour l'ensemble de l'île. Notamment, il y avait la société Amazon qui présentait un minibus de 4 personnes qui était complètement autonome. Et l'avantage de ce genre d'outils, c'est qu'en fait, il n'y a pas un coût marginal, il n'y a pas de chauffeur. Et donc, du coup, c'est à faible coût de déployer un réseau de transport en commun. Et ça, c'est possible grâce à l'électrification, mais aussi grâce à l'intelligence artificielle. Et là, on est... en fait, il y a déjà des expérimentations dans des villes comme Chicago, comme San Francisco, où il y a plusieurs sociétés qui expérimentent et ça marche, quoi. Donc je pense qu'on est quand même pas très... Il ne faut pas abandonner les routes parce qu'on est pas très loin de pouvoir déployer un réseau de transport en commun comme on ne l'a jamais eu en Corse, quoi. Et après, il y a d'autres évolutions, notamment dans ce qu'on appelle les e-volt, où en fait l'aviation électrique et l'aviation au décollage vertical, on est à quelques dizaines de kilomètres de la côte italienne et ça va probablement être un avantage concurrentiel très très fort pour une ville comme Bastia par rapport à Ajaccio, où en fait il pourrait avoir des connexions avec la gare de Livourne en une vingtaine de minutes. Et il y a plusieurs sociétés qui sont cotées en bourse, qui ont annoncé des dates de mise à disponibilité de ce type d'appareil. Je pense à Lilium, il y a Joby, à Archer. Il y a des grands industriels qui sont derrière. Et voilà, bon, il y a quand même énormément d'innovations qui arrivent dans la décennie. Oui, moi j'avais une question sur le monde maritime. Quel sera le transport dans 20 ans par rapport à l'OMI et par rapport à l'empreinte carbone? Mais plus intramuros, on n'a jamais réussi à avoir de transport de marchandises en Corse pour les matières comme avec un wagon ou deux frigos, que ce soit pour les maraîchages, puisque comme le disait François Casabianca, c'est tout par camion. Donc on a essayé d'envoyer des produits tels de frais comme le poisson, d'autres les crustacés. On le faisait par glacière et au milieu des passagers. Au milieu des passagers. Donc ceux qui ont été pionniers, ils n'ont pas réussi. Voilà, donc, et en plus, le troisième point, ça n'a pas été abordé, c'est les navettes maritimes. Les navettes maritimes qui fonctionnent très bien sur Ajaccio, qui pourraient fonctionner même ailleurs, et ça soulagerait le réseau routier. Cabotage, jusqu'à les années 22, ça a existé. 1922, c'était le cabotage qui prédominait partout en Corse. Donc je crois qu'avec la Sardaigne aussi, l'Isola Azzurrile, il y a un gros travail à faire de rapprochement. Et dernière question, que vont devenir les bateaux qui rentrent actuellement dans nos ports, qui sont condamnés par l'OMI en 2025 à une nouvelle énergie qui ne soit pas fossile? Je n'ai pas directement les réponses à vos questions, mais effectivement, il y a quelques semaines de ça, nous faisions un atelier à Bonifacio avec Madame la Présidente de l'Office du Transport et nous évoquions justement les nouvelles solutions beaucoup plus vertueuses pour le cabotage qui se présentent avec des offres qui commencent à pointer leur nez aussi. Le low-tech s'améliore aussi énormément et propose des solutions. Je voulais vous proposer juste de partager aussi avec l'ensemble de l'Assemblée sur les mobilités. Une grande partie des enjeux sont dans le dernier kilomètre, des enjeux de transport et de livraison.
Et en ce qui concerne les modalités de livraison du dernier kilomètre, c'est pareil. Le low-tech est en train de proposer des offres complètement neuves, et notamment autour de mobilité assistée, mais mobilité active. Et aujourd'hui, ce que je voulais partager surtout avec vous, c'est que la Corse est en train de bouger assez vite. Il y a quelques jours de ça, nous annoncions à l'ADEME les deux nouveaux lauréats qui portent maintenant à 9 territoires corses des engagements à développer le vélo. Et notamment la collectivité de Corse est lauréate du dernier appel à projet qui vient de se clore pour réfléchir à une ligne de vélo qui relierait Bastia à Bonifacio. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent, et je pense que les études que vous nous avez montrées, qui sont précieuses, devraient nous montrer de vraies nouvelles tendances dans les prochaines années. Et j'en suis très gourmand. Alors, il y a eu beaucoup de questions, notamment sur les questions du monde maritime. Alors, malheureusement, cette étude, c'est une étude collective qui rassemblait beaucoup de chercheurs de notre côté. On était une équipe d'une dizaine à peu près, et je ne suis pas l'expert sur le fret maritime. Et je ne connais pas non plus le cas de la Corse, mais effectivement, enfin, quand on voit le nombre de villes côtières, etc., on peut se poser la question d'organiser des réseaux de transport à ce niveau-là. Aussi, ici, il y avait un moment la mobilité comme élément de précarité qui avait été mentionné par monsieur avant, et c'est quelque chose de très important et quelque chose qui est peut-être difficile de capturer pour le coup avec les enquêtes ménage-déplacement, mais quelles sont les personnes qui sont privées de mobilité. C'est important de prendre ça en compte, et surtout dans les politiques qu'on veut mettre en œuvre. Il y a des politiques, on va dire, punitives, des politiques d'offres. Souvent, ce qui marche, c'est de combiner un peu des deux, de ne pas être trop punitif. On a vu ce qui s'est passé en France quand on a été trop punitif. Les gilets jaunes sont arrivés tout de suite. Et c'est complètement normal. Donc, quand l'idée, c'est vraiment de faire changer les gens de comportement, c'est d'abord de leur proposer une alternative, et puis après d'avoir en complément une politique qui permette de pousser les gens à aller vers cette alternative sans exclure les personnes les plus défavorisées. Donc c'est toujours un équilibre assez complexe. Et un message aussi sur toutes ces politiques de transport, c'est qu'elles ont des impacts à court terme, à moyen terme, à long terme. Et si on se focalise que sur des questions de court terme, on peut être amené à faire des erreurs. Et donc c'est vraiment ce que j'aurais tendance à encourager à faire, c'est vraiment d'avoir une analyse complète de ces politiques avant de les mettre en œuvre et de les concevoir en paquet pour avoir une stratégie globale. Merci.